bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Merci d'être présents ce soir à cette web radio spéciale. Nous devions être en vacances jusqu'au mois de septembre, mais les événements de ce vendredi ont fait que nous avons décidé de se présenter vers vous ce soir pour faire le tour de la situation qui a été vécue au Québec. Donc, cette situation est une inondation majeure qui a, selon ce qu'on entend actuellement, il y aurait 50 000 dossiers potentiellement d'ouverts vis-à-vis des assureurs, autant dans le résidentiel, copropriété qu'une maison unifamiliale, aussi du commercial probablement impliqué dans ça. Et on nous dit que nous avons reçu 160 mm d'eau dans certains endroits et dans un autre endroit jusqu'à 200 mm d'eau, qui est malheureusement très, très, très élevé par rapport à la moyenne. C'est du jamais vu. Donc, ce soir, pour parler des inondations, comment réagir, quelles sont les étapes importantes et répondre à vos questions. Mon nom est Valérie Couture, je serai encore l'animatrice de cette web radio ce soir. C'est un plaisir d'être avec vous pour vous aider à avoir réponse à vos questions ou à vos inquiétudes. Et ce soir, je serai accompagnée de personnes très, très habilotées dans le domaine. Donc, on a Vincent Gaudreault avec nous ce soir, président de Fort Assurance, qui regroupe un gros morceau d'assureurs au niveau de l'expérience de l'entreprise. Merci Vincent d'être encore avec nous ce soir. Merci Valérie. On a aussi Madame Amélie Cadieux qui est avec nous ce soir, qui a déjà été longtemps experte en sinistre, maintenant directrice des réclamations chez Fort Assurance. Bonsoir Amélie, merci d'être là. Merci Valérie. Juste ouvrir votre micro quand vous aurez, s'il est ouvert, c'est parfait. Maître Jolicoeur qui est toujours avec nous ce soir. Merci Maître Jolicoeur d'être avec nous pour bien conseiller nos auditeurs et auditrices ce soir. Bonsoir. Donc, pour débuter la soirée, dans un premier temps, nous avons le commanditaire de la soirée, naturellement, qui est Assurance Fort et Avantages sociaux. Donc, merci à Fort de commanditer, comme je le dis à chaque fois, les web radios. Tous les gens sont des bénévoles et nous avons des commanditaires pour supporter un peu l'organisation de ces choses-là. Donc, nous allons débuter aussi avec le partenaire de la soirée, qui est le RGCQ, le Regroupement des gestionnaires de copropriété du Québec. Important à signaler. On vous invite encore plus dans des moments comme ceux-là, quand vos syndicats vivez des drames. Il faut savoir la réglementation, l'avoir de l'aide, etc. Et c'est ce que le RGCQ vous apporte à un coût très, très peu coûteux pour votre syndicat ou comme copropriétaire, vous pouvez aussi être membre. Donc, on débute la soirée et je demanderais à Maître Jolicoeur, dans un premier temps, pour mettre la table, Maître Jolicoeur, pourriez-vous, dans un premier temps, répartir un peu au niveau de l'assurance? Un syndicat de copropriété est assuré pour exactement comment et quelle est la différence entre l'assurance du copropriétaire, un petit peu pour qu'on puisse commencer la séance avec ça. Dans un premier temps, il faut signaler qu'on a un régime d'assurance particulier pour la copropriété divise, qui est balisé par le Code civil aux articles 1073 et suivants du Code civil du Québec, c'est-à-dire qu'on a une obligation pour les dizaines de milliers de syndicats copropriétaires au Québec d'assurer l'entièreté du bâtiment. On parle évidemment des parties communes ainsi que des parties privatives. Seule exception, Mme Couture, c'est des améliorations qui ont pu être apportées par les copropriétaires au fil des années à leur partie privative et qui ont été, selon c'est important, documentées au terme de ce qu'on appelle une description des parties privatives votée en bonne et due forme par l'Assemblée des propriétaires. Donc, les paramètres, le syndicat assure tout, sauf les améliorations qui ont été documentées. Ça, c'est le volet assurance bâtiment. Il y a également le volet assurance du copropriétaire. Alors, le copropriétaire, lui, se doit de souscrire une
couverture d'assurance qui va être complémentaire à celle du syndicat. En d'autres mots, tout ce qui n'est pas couvert par l'assurance du syndicat devrait normalement être couvert par le copropriétaire. Pensons notamment justement à ces améliorations qui auraient été documentées dans la description des parties privatives dûment votées en Assemblée. Donc, en principe, le copropriétaire qui est à ses affaires va s'être assuré. Et également, le copropriétaire va prendre une assurance responsabilité civile pour ses faits et gestes, parfois de son locataire. Donc, on a un régime d'assurance qui en principe, est bien structuré. Évidemment, on est dans une situation où, dans le monde de la copropriété, surtout pour les syndicats copropriétaires, on fait face parfois à des franchises élevées. C'est-à-dire qu'on peut avoir une franchise de 50 000 100 000 ou 250 000 et cette portion de non-couverture d'assurance, qui est la franchise, bien, le syndicat doit constituer un fonds d'auto-assurance qui est à la hauteur de la plus haute franchise pour justement faire face à des réclamations, dont celle dont on va discuter ce soir. Merci, Maître Jolicoeur. Vincent ou Amélie, vous pouvez intervenir, celle qui sent le mieux, mais j'aimerais qu'on parle de ce qu'on a vécu vendredi, parce que c'est pas clair pour tout le monde. Bon, est-ce que c'est une infiltration d'eau? Est-ce que c'est un refoulement d'eau? Est-ce qu'on peut démystifier un petit peu ça? Parce que, bon, c'est pas toujours facile non plus de comprendre une assurance. Vincent, avant qu'on débute la séance tantôt, tu nous disais que les syndicats sont habituellement bien couverts, une couverture plus importante qu'un bungalow privatif. Donc, pouvez-vous nous aider à démystifier pour nos auditeurs qui nous écoutent? Et je tiens juste à dire, avant que vous répondiez, les gens, vous pouvez poser des questions. Amélie, Vincent et Maître Jolicoeur se feront un plaisir de répondre si vous avez des questions. Donc, je vous laisse, Vincent ou Amélie. Je vais commencer. Mais merci pour l'invitation. Super important, je pense, de donner de l'information dans des circonstances comme ça. Je pense que ce qui est important de souligner, tout d'abord, c'est que ce qu'on a eu vendredi, c'est vraiment une situation exceptionnelle. C'est pas quelque chose qu'on voit en 23 ans d'assurance, j'ai jamais vu ça. On parle de 50 000 dossiers de réclamation ouverts actuellement chez les compagnies d'assurance. C'est un événement qu'on voit très, très rarement, une amplitude comme ça, puis un nombre de dossiers aussi comme ça. Fait que c'est sûr que il y a la normalité, c'est-à-dire qu'on a une réclamation, puis il y a la situation qu'on a vécue vendredi où les assureurs ne peuvent plus répondre au téléphone, les compagnies d'après-six ne peuvent pas nécessairement répondre au téléphone non plus. Puis ça amène d'autres choses qu'il faut faire là, comme propriétaire ou comme copropriétaire. On parle de presque, en fait, c'est 20 cm d'eau pratiquement qui est tombée dans la région de Montréal à certains endroits, une accumulation importante. Puis évidemment, ça amène après ça différentes infiltrations d'eau à l'intérieur d'un même bâtiment. L'eau peut rentrer par les égouts parce qu'évidemment, toute l'eau qui se déverse va se retrouver dans les égouts. Ça va créer une pression dans le système d'égout. À ce moment-là, la pression d'eau veut sortir, puis elle veut sortir par les ouvertures. Bien, c'est les toilettes, c'est les drains. On parle souvent de l'importance de mettre un clapet pour empêcher justement ce genre d'événement-là. Ceux qui n'ont pas eu de clapet ont à peu près tous été inondés vendredi avec la masse d'eau qu'il y a eu à l'intérieur des égouts, même ceux qui en avaient été inondés aussi. Donc, évidemment, ça, c'est la première chose, c'est le refoulement d'égouts. Le refoulement d'égouts, sur la plupart des polices de syndicats de copropriété, c'est couvert. C'est couvert avec une franchise de dégâts d'eau. Normalement, c'est la franchise de dégâts d'eau standard du contrat qui s'applique. Et il y a une sous-limite de refoulement d'égouts. Ça, c'est vraiment important de le mentionner parce que souvent, je disais, quand je regarde des polices de syndicats de copropriété, s'il y a des angles morts souvent dans les couvertures, là, la limite de refoulement d'égouts, souvent, c'est un angle mort parce que souvent, c'est une limite qui est insuffisante. Les gens sous-estiment souvent la valeur. Là, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont le vivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ça va vite dans le contexte d'une réclamation, payer tous les biens, la réparation, tout ça, ça va très vite. Souvent, ces montants-là, il faut les surveiller de près, s'assurer qu'ils sont vraiment suffisants pour faire une réclamation parce que ce n'est pas tout le montant de couverture du bâtiment qui s'applique pour cette couverture-là. Après ça, dans certains cas aussi, ce qu'on a vu vendredi, c'est de l'inondation. Des cours d'eau il y a certains ruisseaux, certains qui ont sorti de leur lit, qui ont causé de l'inondation. À ce moment-là, il y a d'autres franchises qui peuvent s'appliquer, d'autres sous-limites. Généralement, c'est la limite complète en inondation qui peut s'appliquer aussi. Mais c'est vraiment les deux garanties pour un syndicat de copropriété qui vont s'appliquer dans un événement comme on a vu vendredi. C'est vraiment ces deux couvertures-là qui sont importantes à regarder. Parfait. L'autre chose qui me vient en tête, c'est important ce que tu as dit, Vincent, parce que c'est soit une inondation ou un refoulement.
Il y en a que peut-être que c'est les deux en même temps, effectivement. Je ne sais pas si ça peut être Des fois, fréquent. c'est l'inondation qui cause le refoulement. Fait que OK. OK. souvent, c'est Donc, effectivement relié. qu'est-ce qu'on pourrait. Ma prochaine question, on a dit à peu près, ça équivalait à 20 cm de neige, j'ai bien compris, etc. C'est assez fou la quantité d'eau qu'on a eue. L'année dernière, on avait eu quand même une très, très grosse aussi, mais encore plus petite que celle qu'on a eue cette année. J'espère que ça ne va pas continuer à escalader vers là à chaque année, mais on a eu déjà ces situations-là. Mais dans l'immédiat, Amélie, qui avait de l'expérience d'expert en sinistre depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'on peut recommander? Parce qu'actuellement, on en a discuté, les experts en sinistre ne fournissent pas, les assureurs ne peuvent pas répondre encore. On est sinistré, et c'est important de dire en copropriété, donc Maître Jolicoeur le disait avant qu'on débute la rencontre, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'unité, mais quelles sont les premières choses qu'on doit faire dans une situation où on a eu beaucoup d'eau puis personne ne nous répond? Effectivement, ben, première des choses, il faudrait s'assurer justement que tout le monde puisse tenter de faire ouvrir ses dossiers de réclamation respectivement, de ne pas retarder cette étape parce que, on vient de le dire, ça peut prendre un certain temps avant que la prise en charge soit faite au niveau là, des assureurs dû au fort volume dans certains cas. Donc, on rapporte autant au niveau du copropriétaire qu'au niveau du syndicat parce qu'il y a des protections différentes. Ensuite, la priorité numéro 1, ça va être de retirer l'eau des lieux. Donc, tout dépendamment de la grandeur du bâtiment, là, bien entendu, qu'on s'adresse à une plus petite copropriété avec peut-être 2 unités, 4 unités au sous-sol versus un très grand bâtiment avec un 200 portes, je ne sais quoi. Ça va être important quand même soit d'essayer de le faire avec les équipes qu'on a en place ou de retenir les services d'une compagnie professionnelle dans ce genre, d'une compagnie d'urgence après sinistre pour vraiment venir retirer l'eau si elle ne s'est pas résorbée par elle-même. Ensuite, pour venir également retirer le contenu, tout ce qui a été mouillé, vraiment les effets personnels des copropriétaires, s'il y a des meubles aussi dans les aires communes, les tapis également, vraiment venir tout retirer le matériel qui est touché par l'eau. On va essayer de voir s'il y a des choses qu'on peut sauver, nettoyer, sécher. On peut les placer à l'extérieur ou dans un garage. S'il ne s'agit pas d'eau noire, de refoulement d'égout, bien entendu, on peut aussi installer des ventilateurs, des déshumidificateurs pour vraiment aider l'assèchement des lieux. C'est la priorité. S'il y a bien que c'est du refoulement d'égout, encore une fois, agir avec précaution pour ne pas que les spores, les bactéries se promènent dans l'air avec justement des ventilateurs, plutôt privilégier une compagnie d'urgence après sinistre pour nous guider, nous aider avec ça. Il y a des filtres purificateurs d'air qui existent aussi, des machines commerciales qui peuvent être placées dans les bâtiments. Et puis, ça va être de prendre des photos, d'essayer de documenter, de lister vraiment qu'est-ce qui a été fait, est-ce que des gens ont travaillé pour faire certaines des tâches comme telles, combien de personnes, combien de temps, et ensuite de commencer la liste des dégâts également, de quantifier qu'est-ce qui est endommagé, à qui ça peut appartenir, donc le copropriétaire, ces choses, le syndicat, ces choses, etc. Et également, s'il y a présence de revêtements au sol, le revêtement de plancher qui peut être du style plancher flottant, plancher de bois, plancher de tapis. Donc, malheureusement, ces matériaux-là vont garder l'humidité, ils vont absorber. Il y a souvent du sous-plancher, l'eau reste coincée en dessous de tout ça. C'est là où ça va être dangereux là, qu'on garde l'eau à cet endroit. Il faudrait idéalement retirer tout ça aussi, puis même couper le bas des murs où il y a eu présence d'eau. Donc, encore une fois, les compagnies d'urgence après sinistre là, peuvent bien vous accompagner avec ce processus. Donc, première étape, ça serait ça dans l'attente que l'assureur puisse vous prendre en charge. Au moins, l'urgence, qu'est-ce qui est de mitiger votre perte, là, votre obligation, elle sera faite. Merci, Amélie, c'est clair. Mais je rappelle aux copropriétaires que des photos, c'est très important parce que vous pouvez documenter avec beaucoup d'images. C'est important de réagir. Donc, malheureusement, il y a des choses qui doivent être évacuées rapidement. On ne peut pas attendre une semaine et demie que l'assureur vous rappelle ou quoi que ce soit. Donc, vous avez comme copropriétaire une responsabilité de faire quelque chose. Et ce que viennent d'énumérer les étapes d'Amélie, je pense que c'est vraiment une grande base. Et le syndicat, ben, pour commencer à dégarnir les murs et tout ça, le syndicat va vous épauler en temps opportun, naturellement, c'est sûr. On a déjà une question dans le chat qui touche beaucoup de monde. Donc, nous avons eu un refoulement d'égout. La station de pompage de notre deuxième sous-sol n'a pas été en mesure de pousser l'eau vers le réseau de la ville. Nous avons environ 6 véhicules perte totale.
est-ce que c'est l'assurance automobile individuelle ou notre assurance qui couvre? Alors, j'invite quelqu'un. Ça va être l'assurance individuelle des propriétaires des véhicules qui va couvrir la réclamation. Fait que les gens doivent vraiment ouvrir une réclamation auprès de leur assureur automobile. Habituellement, peut-être pour mentionner, parce qu'on l'a vu, là, il y a eu plusieurs véhicules qui ont été inondés. Typiquement, un véhicule qui est inondé jusqu'à peu près à moitié des portières, là, habituellement, c'est une perte totale. Avec tout l'électronique maintenant qu'il y a dans les véhicules, là, c'est assez rapide là, quand ils sont inondés à un certain niveau, ils sont perte totale. Là. Donc, il faut que tous ces gens-là rapportent à leur assureur individuel. Parfait. Mais justement, en parlant de véhicules, par exemple, on a des véhicules qui sont dans un stationnement, comme madame, et ceux-là nuisent et un copropriétaire n'est pas joignable ou ne veut pas tasser son véhicule parce qu'il n'a pas joint son assureur, puis ça empêche la gestion des déchets parce que le véhicule est dans les jambes, la gestion d'évacuation de matériaux parce qu'il est dans le souterrain, etc. Donc, Vincent, si je comprends bien, le véhicule, c'est pareil comme les meubles qu'Amélie précisait tantôt. On doit le tasser, peu importe que le copropriétaire soit là, au courant, ils veulent ou ils ne veulent pas. Exact. Quitte à payer le remorquage par le syndicat, puis de le réclamer par la suite au copropriétaire, qui lui pourra le réclamer à son assureur le suite à la réclamation. Parce qu'évidemment, là, dans le courant des prochains jours, là, tous ces remorqueurs-là, marquez qu'il y a eu moins de réclamations automobiles, là, mais ça risque d'être assez occupé. Peut-être un petit point à souligner aussi, je pense que les compagnies d'assurance ne s'attendent pas à ce que les gens soient des super-héros non plus. C'est sûr que d'un gros syndicat de copropriété, on ne demande pas à les 100 copropriétaires, on essaie de venir laver les 3 étages de stationnement souterrain. Je pense qu'il faut rester raisonnable là-dedans. On demande aux gens de faire le mieux possible dans les circonstances. S'il y a beaucoup de cas par cas là-dedans, puis de jugement. L'autre chose aussi, il faut faire attention, puis je l'ai vu là, dans les événements de vendredi, l'électricité et l'eau, ça ne va pas bien ensemble. Non. Si vous avez des étages de stationnement souterrain avec de l'électricité, puis l'électricité est encore vivante, j'ai vu des gens rentrer dans des sous-sols avec 400 pieds d'eau au-delà de la hauteur du panneau électrique. Il faut faire attention là-dessus. Là. Ça, la sécurité, c'est la première chose. Je pense la sécurité des gens, ça, c'est la première affaire. Le matériel, les assureurs vont s'occuper de ça. Mais vraiment, la sécurité, c'est la première chose. Il ne faut pas laisser non plus les gens vivre dans des lieux insalubres. Non, absolument. On a plein de questions dans le chat, fait que si vous permettez, j'y vais. Monsieur Jasmin, lorsque les dégâts d'eau sont d'un coût inférieur à la franchise, ça c'est pour vous, Maître Jolicoeur, et que nous n'avons pas l'intention de faire une réclamation à la compagnie d'assurance. Le BAC, ou Vincent ou Amélie, le BAC nous indique que certaines compagnies considèrent malgré tout la déclaration comme un sinistre qui peut affecter le dossier alors que d'autres ne font qu'en prendre note. Enfin, oui, vas-y, M. Gaudreau, vas-y. Mais en fait, moi, je me dépêcherais pas de faire une réclamation, d'aviser l'assureur que vous avez une réclamation en bas de la franchise de ce temps-ci. Je dirais que Il n'y a pas le temps de répondre? Non, honnêtement, c'est pas pressé. À ce stade-ci, gérez vos choses, puis peut-être dans les prochaines semaines, vous pourrez lâcher un coup de fil à votre assureur, dire by the way, ça l'a coulé un petit peu, mais on n'a pas de réclamation en bas de la franchise. Vous pouvez aviser l'assureur. C'est sûr que l'assureur, théoriquement, peut le prendre en considération lors de votre renouvellement. Par contre, comme c'est une réclamation à zéro, l'effet risque d'être assez minime de toute façon. Là. Mais si mon conseil, si vous n'avez pas de réclamation à faire, vous n'avez pas besoin de l'assureur, appelez-le pas cette semaine. C'est pas le temps. Bonne idée. Maître Jolicoeur, qu'est-ce qui arrive? Pouvez-vous juste rappeler un petit peu qu'est-ce qu'on a comme obligation comme syndicat? Puis comme Vincent dit, peut-être pour le prochain mois, pour l'appeler tout de suite, là, il y a d'autres choses à faire, je pense. Le principe d'assurance, c'est un principe qui est assez facile à comprendre. Vous avez une personne morale qui est un assureur qui décide, qui accepte de vous assurer. Et lui, dans ces conditions, il veut savoir si le bien qu'il assure a été impacté par un sinistre quelconque. Alors, c'est pour ça que le Code civil vous énonce qu'on doit déclarer un sinistre qui met en cause la garantie, même s'il est en dessous de la franchise, pour que l'assureur puisse prendre éventuellement une décision s'il continue à assurer ou il augmente la franchise. Dans un cas comme celui qui est arrivé, c'est une situation exceptionnelle. On n'est pas dans une situation ou du petit dégât d'eau d'un tuyau qui cède presque à toutes les semaines ou qui va réellement stresser un assureur en disant peut-être que le petit tuyau, un jour, ça sera le gros tuyau, puis j'aurai une réclamation gigantesque sur les épaules. On est dans un phénomène qui relève évidemment des changements climatiques, ça me semble assez évident, là, et qui ne relève pas d'une négligence ou d'une mauvaise construction, une négligence de l'assureur ou d'une mauvaise construction du bâtiment. On fait face réellement à une situation qui est hors du commun.
Les infrastructures gouvernementales n'ont pas résisté. On a eu des autoroutes. Vendredi dernier, j'étais sur l'autoroute 15 et j'avais un lac devant moi à la hauteur de la rivière des Mille-Îles. J'ai jamais vu ça. On est dans une situation hors du commun qui ne devrait pas, en tant que telle, impacter un assuré en particulier, mais je vous dirais peut-être plus l'ensemble des assurés parce que faut pas se le cacher, les assureurs font face à toutes sortes de réclamations qui sont du jamais vues et en quelque part, on va avoir un impact sur les primes d'assurance. Je ne suis pas expert là-dessus, mais dans la raisonnabilité des choses, je ne sais pas, mais à quoi peut-on s'attendre l'année prochaine lors du renouvellement des couvertures d'assurance sur la tarification des franchises? Ça, c'est à voir. Merci. On a une autre question de M. Gravel-Baudet. Nous avons une franchise de 25 000 pour un sinistre d'inondation, mais je vois que dans nos extensions de garantie, suppression de la franchise lors d'un sinistre important. Est-ce que ça implique que nous n'aurions pas de franchise à payer dans cette situation? Je voudrais poser la question à mon assureur, mais je n'ai pas de nouvelles encore. Alors, effectivement, plusieurs assureurs ne peuvent répondre. Monsieur Gravel-Baudet, prenez-le pas personnel, mais comme on l'a dit, c'est très difficile d'avoir les lignes. Est-ce que c'est Amélie qui peut répondre à cette question ou Vincent? Et entre autres, on le voit, il faut toujours vérifier le mot à mot, là. Bien entendu, ce ne sont pas tous les cas qui sont similaires. Parfois, il peut y avoir une restriction. Mais oui, s'il y a un genre de présence, ça peut être possible que oui, en cas au-deçà d'un certain montant de dommages, que la franchise puisse être supprimée. On l'a déjà vu. Ah, On a peut-être, on est dans la notion des définitions des mots à mots. Vous avez, Madame Couture, sur le site Condo Légal, un glossaire qui comporte plus de 1500 définitions en relation avec la copropriété. Alors, on en a rédigé une sur la notion d'inondation. Peut-être ça peut éclairer notre histoire ce soir. On dit que c'est un débordement d'une étendue d'eau naturelle qui intervient souvent à cause d'embâcles et ce, après de fortes pluies ou de fonte de neige. Une inondation peut avoir pour conséquence de causer des dommages à des biens immobiliers ou mobiliers. Et sachez là-dessus que le ministère de la Sécurité publique a établi une carte interactive qui permet aux citoyens de connaître des secteurs qui sont considérés comme étant des zones inondables. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut distinguer la notion d'inondation de certaines autres conséquences, de débordement, etc. Et là-dessus, il va y avoir des lectures intéressantes à faire des mots à mots ou des refus de couverture d'assurance parce qu'effectivement, ça va jouer sur les mots des couvertures d'assurance. Donc, monsieur, on vous réfère sur Condo Légal justement pour si vous avez des vérifications à faire sur certains mots. Gabriel, on a quelqu'un qui voulait lever la main. Donc, si on est capable de l'activer, je te laisserai le faire. Et pendant qu'on essaie d'activer la personne qui a levé la main, je vais quand même continuer. Question d'un auditeur, la toiture a coulé et a fait des dommages à des plafonds et des murs. Est-ce que c'est considéré comme une infiltration? J'ai vu peut-être deux, trois questions un peu similaires à celle-là. On a Oui. parlé beaucoup de refoulement d'égout et d'inondation au début là, du webinaire. Évidemment, un dégât d'eau, par exemple, une fenêtre mal scellée, Absolument. un drain de toit qui fonctionne mal, tout ça, c'est couvert aussi sur les polices d'assurance syndicale de copropriété. C'est la franchise dégât d'eau qui s'applique simplement. Donc, dans le fond, tout ce qui est couverture, même plomberie qui coule, c'était moins le cas vendredi, mais tout ça, c'est couvert. Il n'y a pas d'enjeu là, par une police normale de syndicat de copropriété. Donc, dans la situation, dans la tempête qu'on a eue vendredi, dès que de l'eau qui est rentrée, c'est couvert à partir de la franchise infiltration d'eau. Exactement. À moins que ce soit une inondation, là, on peut avoir une franchise qui peut être différente, mais normalement, s'il y a de l'eau qui est rentrée, là, ça, par une ouverture ou autre, effectivement. Bonjour, Parfait. M. Rivet. Nous avons M. Rivet avec nous. Bonsoir, M. Rivet. Oui, m'entendez-vous? Oui. Alors, ben, écoutez, moi, vous venez de répondre en partie à notre question. Notre situation, c'est un débordement provenant du terrain de notre immeuble qui n'a pas absorbé l'eau suffisamment, qui s'est écoulé vers une entrée et la porte n'a pas cédé, mais a laissé filtrer l'eau par en dessous. Et on a eu sur à peu près 100 pieds carrés, 3 pouces d'eau pendant 2 heures de temps.
dans un espace commun où il y a des espaces de rangement. Alors, est-ce que c'est pas un cours d'eau naturel, c'est pas un égout, c'est pas une plomberie intérieure, c'est le terrain, Ça va dépendre. Je dirais tu sais, évidemment, dans la mesure des dommages, je fais une réclamation à votre assureur, puis je laisserai votre assureur déterminer tu sais, est-ce que c'est un refoulement, une inondation ou qu'est-ce que c'est exactement. Parce que les assureurs, chacun ont des définitions différentes de qu'est-ce qui est une inondation. Certains assureurs, surtout que c'est de l'eau qui déborde de quelque part, c'est une inondation. Il y en a d'autres qui c'est probablement un cours d'eau. Tu sais, les définitions sont très différentes d'un assureur à l'autre. Fait que malheureusement, je ne pourrais pas répondre à votre question de façon super précise parce que ça varie selon les compagnies d'assurance. Mais tu sais, à tout cas, je l'enverrai à votre assureur à la fin de la journée, ça sera à lui de déterminer qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux événements qui est arrivé. Il faut son enquête. juste un petit mot, c'est que notre franchise est de 25 000 pour les inondations et 10 000 pour les autres dégâts. OK. Alors, il y a une grosse différence, là. Vous avez-vu beaucoup de dégâts? Pensez-vous que Je c'est pense en pas bas de 25 000? je pense pas qu'on dépasse 25 000. On a des travaux, on a été obligé de démolir, de retirer du gyproc, des choses comme ça, mais J'aurais tendance à faire la réclamation quand même. Pour ne pas ouais. prendre de chance. Tu sais, dans mesure Déclaration ou réclamation? la réclamation. Moi, j'ouvrirais une réclamation. Ah oui? Oui, j'ouvre une Merci. réclamation. Au pire, si effectivement c'est considéré comme une inondation, elle va être fermée sans paiement. Donc, elle ne va pas tant affecter votre On va dossier. l'assumer. Puis vous courez la chance peut-être d'avoir un paiement de 15 000 là, si effectivement c'est considéré comme un refoulement d'égout. Parce que tu sais, si par exemple cette accumulation-là est due à quelque chose qui a refoulé à quelque part, tu sais, comme je dis, c'est quand même assez complexe ces C'est un drain affaires-là. extérieur qui n'a pas fourni. Ben, ça peut être considéré comme du refoulement qui est venu dans l'immeuble. Ouais, Tu sais, c'est ça. il y a beaucoup de subtilité là-dedans. C'est pour ça que moi, je l'essayerais. À moins, évidemment, là, tu sais, des situations particulières, vous avez une grosse historique de réclamation, une fréquence, tout ça. Mais je Non, l'essayerais. ça Ben, va c'est mon bien. premier conseil à faire. Sinon, peut-être appeler votre agent ou votre courtier d'assurance si votre assureur ne répond pas. Merci beaucoup. Merci, M. Rivet. Bonne soirée. On a une question de Mme Champagne. Si aucune entreprise après sinistre est disponible, ce qu'on vit actuellement, effectivement, et pouvons-nous engager un entrepreneur général ou un plombier, par exemple, qui pompera l'eau et ouvrir les murs pour permettre l'assèchement? Les compagnies d'assurance pourraient-elles nous en tenir rigueur? Je vois Amélie qui faisait oui. Alors, Amélie, tu nous as dit un petit peu qu'est-ce qu'il fallait faire, mais je pense que Mme Champagne aurait un grand avantage à procéder. Peu importe qui serait l'intervenant, que ce soit quelqu'un que vous connaissez, qui a des compétences ou qui n'en a pas, peu importe, tous les bras vont être les bienvenus. Je peux dire ça comme ça. Si vous engagez une compagnie quelconque, simplement gardez les reçus. Demandez toujours aux gens de faire vraiment pour l'instant que le minimum. Là, on ne recommencera pas à faire les travaux. Pour l'instant, on doit donner la chance à l'assureur qu'il puisse déterminer quelle est la cause, comme on disait tout à l'heure, ou quelles sont les causes s'il y a lieu. Mais vraiment, pour tout ce qui est de retirer l'eau et d'assécher et tout ça, peu importe la compagnie avec qui vous faites affaire, on a l'obligation de limiter notre perte. Donc, c'est très, très important. Je vous invite fortement à faire le tout, conserver vos reçus et les présenter à l'assureur. Donc, Mme Champagne, on procède à ce qui est urgent et après, vous verrez tel qu'Amélie vient d'expliquer. Une autre personne qui nous pose une question, peut-on penser qu'éventuellement, il faudra financer notre fonds d'auto-assurance pour couvrir aussi les frais de réparation suite à un sinistre d'eau versus subir la perte d'assurabilité ou augmentation importante de primes d'assurance? Alors, je ne sais pas si c'est Maître Jolicoeur ou Vincent ou Amélie. On va regarder le point de vue juridique, là. Alors, le cadre législatif prévoit que le fonds d'auto-assurance doit avoir un minima en termes de montant accumulé qui est en fonction de la plus haute franchise, ce qui exclut notamment les inondations et tremblements de terre. C'est-à-dire que lorsqu'on établit le fonds d'auto-assurance et qu'on a une franchise pour les inondations de 250 000 $, on n'a pas à en tenir compte comme le tremblement de terre. Bon, ça, c'est le premier élément. Mais rien ne limite la constitution d'un fonds d'auto-assurance. C'est quand même une certaine marge qui est laissée dans l'article de loi. Mais il reste quand même que le syndicat, ça c'est important, je pense qu'il faut le retenir ce soir pour tout notre auditoire,
celui qui doit être le maître d'œuvre des travaux de réhabilitation, ce n'est pas les copropriétaires individuellement, c'est le syndicat de copropriétaires. Et les fonds pour financer ces travaux vont être puisés dans le fonds d'auto-assurance. Alors évidemment, si on a trop de réclamations, le fonds d'auto-assurance va fondre comme neige au soleil, mais c'est l'objectif qui a été mis de l'avant par le législateur, c'est de bâtir une réserve pour justement permettre aux syndicats d'engager des travaux assez rapidement. Maintenant, on est ici, par contre, dans une situation d'exception. C'est-à-dire qu'on a, je pense qu'on l'a souligné tout à l'heure, des dizaines de milliers de personnes qui ont été sinistrées au Québec. Et évidemment, il va manquer d'experts en sinistre, il va manquer d'entrepreneurs, il va manquer d'intervenants. Et ce que j'en comprends dans l'actualité, c'est que les gens sont laissés un peu à eux-mêmes dans l'accompagnement. Donc, d'où l'importance d'avoir des courtiers d'assurance spécialisés. Là, je ne veux pas faire une publicité pour Fort ou d'autres courtiers d'assurance spécialisés en copropriété, puis d'avoir des courtiers d'assurance qui sont capables de donner un service. Je veux quand même le signaler ce soir parce que les gens ont besoin de conseils. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux démanteler? Tu sais, on a eu des questions où les copropriétaires se disent, est-ce que c'est les copropriétaires eux-mêmes devant le défaut d'avoir des entrepreneurs qui doivent démanteler les logements? Quand on a un 7-8 pouces d'eau, Mme Couture, dans un rez-de-jardin, puis là, on a bien beau appeler notre assureur, mais il n'y a pas de retour. On essaie de trouver une compagnie après sinistre, il y a plus ou moins de retour. Est-ce qu'on est légitimé de faire une corvée pour démanteler 2 pieds de mur de bas puis d'arracher les planchers, etc. Alors ça, c'est plus délicat comme approche qu'on l'a dans les maisons unifamiliales. Les gens peuvent, dans une maison unifamiliale, décider, parce qu'ils n'ont pas de retour, parce qu'ils sont laissés un peu eux-mêmes, de décider, en documentant leur dossier, de démanteler les bas de murs et les planchers. Mais en copropriété, est-ce que les copropriétaires peuvent démanteler des planchers puis des murs qui sont parfois des parties communes de la copropriété? Et ça, c'est pas évident à y répondre. Généralement, la réponse va être non, surtout dans les grandes copropriétés. On ne demandera pas à des gens de commencer à démanteler plus de 1000 pieds carrés de plancher sur tous les. On ne fera pas ça. Donc, c'est plus compliqué à gérer ce type de situation en copropriété que celui pour les maisons unifamiliales. Merci. Puis on l'a dit tantôt, Maître Jolicoeur, c'est mieux d'engager un entrepreneur général pour vous aider que peut-être faire une corvée qui pourrait être il y a quand même des prises électriques dans le bas des murs, il y a quand même des choses qu'on commence à couper n'importe où. En tout cas, moi, je pense que dans les situations où est-ce qu'on a eu assez d'eau, vous devez trouver quelqu'un qui est habilité à le défaire, les morceaux qui doivent être enlevés. Et par la suite, on vous suggère de prendre des photos encore là durant les travaux de démolition et avant pour que les assureurs puissent voir la situation, où est-ce qu'elle en était, pour ne pas avoir à attendre un mois après quelqu'un puis que ça se détériore encore plus, comme l'avait dit tantôt Amélie et Vincent. Il faut agir et agir en bon père de famille. Donc là, Maître Jolicoeur le dit, vous n'êtes pas dans votre bungalow avec la seule personne qui a la responsabilité d'eux, mais vous devez diriger comme chef d'orchestre et ça vient avec des décisions un peu, mais ces temps-ci, c'est peut-être le temps de faire venir un entrepreneur général qui peut vous aider, qui a une licence RBQ. Il y a aussi, il ne faut pas causer des assurances, des blessures sur les personnes pour avoir essayé de sauver 2 murs et quart. Là, fait qu'il faut essayer de se faire accompagner. On a plusieurs questions, Mme Couture, puis juste un peu rebondir là-dessus. Dans le chat, j'en vois, puis on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions. Mais il est certain que juridiquement parlant, un syndicat doit rétroagir avec un entrepreneur. Un syndicat de copropriétaire fait la gestion du bien d'autrui. Il ne peut pas être lui-même son propre entrepreneur. C'est ça qui est le dossier le plus délicat. Ben, vous allez me dire, on a des copropriétés des jumelés en copropriété, à peine s'ils savent qu'ils sont copropriétaires. Donc là, ça, c'est une autre affaire. Mais en principe, les copropriétaires ne devraient jamais se lancer dans l'exécution de travaux. Jamais, jamais, jamais.
parce que, ils n'ont pas forcément les compétences, il y a des prises électriques, il y a un risque associé, puis le syndicat ne peut pas se permettre d'exposer des propriétaires à des risques comme ça. Et l'autre chose aussi qui est important aussi à souligner, si vous avez des logements qui ont été impactés par l'eau, bien, les sports de champignons vont se développer. Est-ce qu'on peut rester dans les logements par suite d'un sinistre comme celui, qui est un sinistre d'exception? Bien, la réponse est non. La santé des propriétaires doit primer dans les circonstances. Maintenant, là-dessus, il faut savoir que ce n'est pas l'assurance du syndicat qui va payer les frais de relocalisation, d'où l'importance pour les propriétaires, au terme de leur assurance habitation, d'avoir une couverture de qualité sur les frais de relocalisation par suite d'un sinistre. Donc ça, le copropriétaire va devoir faire une démarche auprès de son propre assureur pour dire, ben écoute, mon logement est insalubre, là, je m'en vais à l'hôtel et pour un certain temps avec des degrés de couverture d'assurance qui diffèrent d'un assureur à un autre. Tout à fait. On a justement là-dessus une question, peut-être pour Vincent ou Amélie, là. Qu'en est-il des espaces de rangement individuels, assurance syndicat ou assurance individuelle, juste pour qu'on fasse tout ce qui n'est pas du bâti relève de l'assurance du privatif? Ben, en fait, les gens, du moment où ils ont des dommages à leur bien matériel, pardon, leur bien matériel devraient aviser leur assureur individuel. Tout à fait. Du moment aussi où ils sont obligés de quitter leur unité, parce qu'évidemment, ils ont une unité en hérite de jardin, par exemple, qui est inhabitable suite à une réclamation, appelez votre assureur, parce que la relocalisation, c'est la responsabilité de votre assureur individuel. Donc, ça va être important d'aviser vos propres assureurs là-dessus. Parce que, évidemment, quand on a parlé, tout ce qui est amélioration locative, registre d'amélioration, tout ça, qui va devoir être regardé. Mais à la base, là, si les gens, vous avez des biens qui ont été endommagés, il faut que vous appeliez votre assureur. C'est extrêmement important. Tout à fait. Merci, Vincent. Madame Marie-Pierre, si l'eau est entrée dans une partie commune à usage privatif et a endommagé l'unité du dessous, le copropriétaire est responsable de l'entretien de cette partie qui paye les réparations. Ben, en fait, c'est. Ouais. Allez-y, Vas-y, monsieur Leroy. Ouais, allez-y. En fait, indépendamment de par où l'eau est rentrée, si ça a causé des dommages au syndicat en tant que tel, aux parties communes, ça doit être couvert par le syndicat. Puis en fait, la réparation doit être faite par le syndicat et l'assureur du syndicat. Donc, la provenance en tant que telle n'a pas d'incidence sur qui doit faire la réparation. OK. Nous sommes une copropriété de plusieurs unités, maisons attachées. Nous avons, ça c'est les chauffe-eau, je ne pense pas qu'on est avec, je ne vais pas couvrir les questions de chauffe-eau ni de détection d'eau parce que ça ne s'applique pas pour la web radio de ce soir. Là. On est vraiment sur l'inondation qu'on a vécue, mais on tentera d'y revenir parce qu'on va avoir sûrement potentiellement plus tard des web radios qui vont couvrir les sujets que vous avez posés. Donc, terrasse garantie, non, OK. À qui incombe l'obligation de faire la réclamation? Copropriétaire affecté au syndicat? Bien, les deux. Alors, chacun, Vincent ou Amélie, vous pouvez prendre la parole, là, mais tout le monde doit viser, tout le monde doit faire sa part là-dedans. Oui, puis peut-être à souligner aussi, si jamais le syndicat, par exemple, vous n'êtes pas capable de rejoindre les gens du syndicat ou le conseil pour X et Y raison ne veut pas faire la réclamation, comme copropriétaire, vous pouvez faire une réclamation sur l'assurance du syndicat de copropriété. Vous êtes considéré comme un assuré, vous avez théoriquement une copie de la police d'assurance du syndicat, vous pouvez appeler l'assureur pour faire une réclamation vous-même, si jamais, par exemple, les gens ne répondent pas ou quoi que ce soit. On a une très bonne... Merci pour ta réponse, Vincent. Très bonne question. Que doit faire le syndicat lorsque les assurances du syndicat refusent de nous dédommager? Les assurances refusent d'aider en évoquant que l'infiltration venait du sol. Nous avons 4 copropriétés qui ont reçu un demi-pouce d'eau sur le plancher. Les assurances des copropriétaires disent que c'est l'assureur du syndicat qui doit payer. Merci. Ben, le concept de base, là, puis je l'ai quand même dit d'entrée de jeu, ce que les copropriétaires, au point de vue assurance de biens, doivent souscrire, devraient souscrire, ce n'est pas une obligation, c'est tout le volet des améliorations. Quant au reste, en principe, le syndicat va tout assurer, partie commune, partie privative. Et sans recherche de responsabilité, on n'a pas besoin de rechercher la responsabilité. On a un sinistre, c'est couvert. Le syndicat va prendre charge des travaux, il va exercer
va faire des travaux de réhabilitation par un entrepreneur dûment qualifié. Et contrairement aux dégâts d'eau traditionnels pour lesquels on n'abordera pas ces questions-là qui sont très passionnantes, on n'est pas en recherche de responsabilité. À part de Dame Nature qui nous en a envoyé un tout petit peu trop, on ne la poursuivra pas, Dame Nature, non plus ce soir. Donc, on est réellement dans un cas d'espèce qui va devoir nous amener globalement, pour les logis collectifs, à réfléchir sur les plans de contingence en pareilles circonstances. Il est prévisible que l'on connaisse d'autres épisodes de pluie intense dans les années futures, à moins que ce soit un cas d'exception, mais ce qu'on en comprend, est-ce qu'on a une réflexion comme syndicat de copropriétaires à faire aujourd'hui pour les appartements en rez-de-jardin? Comment on va gérer les eaux? Je pense qu'il y a une réflexion à faire aussi à ce niveau-là pour faire de la prévention. Parce que ce qui est prévisible, c'est que les franchises d'assurance pour ce genre de sinistre-là vont augmenter et les syndicats vont de plus en plus laisser seuls à gérer financièrement les réhabilitations de bâtiments sans avoir le soutien financier des assureurs. C'est quelque chose qui est plus que prévisible dans les années à venir. Pierre, on a une question qui est quand même importante parce que c'est arrivé pour plusieurs. Nous-mêmes, comme gestionnaires, tous les gestionnaires ont passé la fin de semaine sur le téléphone et à aider tout le monde et à se diviser. Mais il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés dans les premiers jours, donc le lundi et le mardi, qui découvraient des planchers qui commençaient à se soulever avec des signes d'eau. Donc, c'est comme arrivé un peu plus après. Ben, donc, madame nous demande la question. Il y a eu j'ai vu que maintenant, il y a de l'eau qu'il y a eu dans mes 2 chambres. Le parquet a été mouillé, les lattes ont gonflé par l'entrée probablement des bas-de-fenêtres et de patio. Il y a des photos qu'elle a prises cet après-midi seulement. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, on se rend compte après coup qu'il y a un sinistre, mais qu'on ne s'est pas rendu compte sur les moments vendredi soir ou samedi matin. Est-ce que c'est aussi une précaution à prendre pour les assurances ou c'est normal dans la situation qu'on a vécue? Si je peux prendre la parole là-dessus, effectivement, ben, les dommages peuvent être découverts un peu à n'importe quel moment. Puis des fois, l'eau, ça se contient pas très bien nécessairement. Donc, elle peut éponger un endroit, elle peut se relâcher ensuite avec la gravité, elle peut être restée imbibée dans des matériaux, il peut y avoir quasiment une vague qui revient un peu plus tard. Ça dépend des précipitations, des secteurs, de la topographie. Y avait-il une fissure dans le bâtiment? Il y a tellement de facteurs, encore une fois. Donc, l'important, ça va être, comme on a dit tout à l'heure, de documenter et de rapporter le tout à l'assureur, peu importe si on n'a pas exactement le moment même où on a la connaissance du sinistre, qu'est-ce qui est exactement la cause, mais n'en reste pas moins qu'il y a un dommage. C'est vraiment l'idéal de rapporter là, tout sinistre comme ça. Merci, Amélie, merci beaucoup. On l'a dit, il y avait une question, peut-il retirer lui-même, le copropriétaire, son plancher ou faire affaire à une compagnie après sinistre? Comme on dit en copropriété, Maître Jolicoeur l'a dit, vous n'êtes pas supposé de retirer vos choses en moins d'une situation. Puis là, on parle de retirer les planchers, mais il faut faire attention, comme on l'a dit, il y a des dangers si on ne connaît pas, puis on s'embarque dans des choses comme ça. Puis, Valérie, il y a une oui. autre question de M. Cardman aussi qui est Vas-y. rentrée. Là. Je pense qu'il y a peut-être une confusion. Est-ce qu'on enlève, on n'enlève pas les planchers? Oui. C'est sûr qu'il n'y a pas de réponse qui s'applique à 100% des cas. Malheureusement, je pense qu'il faut faire preuve de jugement. C'est sûr que si c'est un étage complet de 100 unités de condo, non. Je pense qu'il faut laisser ça à des professionnels. On a un petit syndicat, on a deux unités en rez-de-jardin. Est-ce que ces gens-là peuvent retirer leur plancher? Oui, peut-être qu'ils peuvent le faire. Je pense que c'est important d'aviser le syndicat, par exemple, les gens du syndicat de copropriété avant de le faire. Puis si sur discussion avec les gens du syndicat disent, regarde, moi, je suis prêt à le faire, on va le faire. Puis évidemment, sous approbation du syndicat de copropriété, dans les circonstances actuelles, au lieu d'attendre plusieurs jours avant que ça arrive, surtout pour un petit syndicat, c'est envisageable que vous puissiez faire les travaux vous-même. Mais c'est pas. Évidemment, on est dans un contexte d'événement spécial là, où, dans l'immense majorité des cas, vous faites affaire avec des professionnels. Mais dans ce cas-ci, on le sait, là, ça peut prendre plusieurs jours, peut-être même des semaines avant d'avoir des gens d'après-sinistre. Éviter que la moisissure s'installe, c'est possible de le faire. Mais encore là, comme je mentionné tantôt, on ne dit pas aux gens d'être des super-héros,
de tomber dans des trucs vraiment majeurs là, de rénovation ou de démolition. S'il y a des petites choses qui peuvent être faites pour limiter les dégâts, là, peut-être que c'est effectivement envisageable dans les circonstances, encore une fois. Là. Merci, Et- Vincent. Maître Jolicoeur, pourriez-vous, une- parce que j'ai des questions aussi dans le chat, excusez-moi, des parties description des unités de référence. Ouais. Qu'en est-il de ça? Je pense qu'Amélie et Vincent peuvent aussi interagir avec cette question-là. Ben, c'est sûr que c'est la clé hein, en gestion de sinistre. Un expert en sinistre, qui soit l'expert en sinistre du copropriétaire ou de l'assureur, la première question qu'il va se poser, c'est qu'est-ce qui est exactement couvert par la couverture d'assurance du syndicat? Et souvent on s'en aperçoit parce que les experts en sinistre sont de plus en plus savants sur le droit de la copropriété. Ils vont demander, avez-vous une description des parties privatives relatives à votre immeuble? Puis ils vont aller plus loin. Est-ce que vous avez un procès-verbal de l'Assemblée où ça a été voté? J'ai eu un cas où, à un moment donné, on a présenté une description de partie privative, mais qui n'avait jamais été votée, puis l'expert en sinistre l'a refusé. Il faut savoir à ce moment-là que s'il n'y a pas de description des parties privatives, il y a une présomption, en effet, qu'il n'y a pas d'amélioration dans l'immeuble, ce qui va gonfler à bloc la valeur de reconstruction. Et ça amène parfois des, euh, des interrogations, voire des contestations chez les experts en sinistre, et peut-être même ça peut être un frein au renouvellement des couvertures d'assurance lorsque les syndicats ne l'ont pas fait. Donc, d'où l'importance d'avoir avec rigueur, mais ce n'est pas une mesure qui est récente, voter la description des parties privatives. Maintenant, une fois qu'on a ça, ben, on s'attend d'avoir une rétroaction de l'expert en sinistre de l'assureur. S'il n'y en a pas, sachez, puis ce n'est pas interdit, vous pouvez engager votre propre expert en sinistre indépendant. Vous pouvez même être conseillé et assisté par quelqu'un que vous allez payer. Est-ce que c'est utile en temps normal? Réponse est non, parce que les experts en sinistre des assureurs sont assez performants, mais dans des situations comme ça, est-ce qu'on pourrait envisager de retenir les services d'un expert en sinistre indépendant pour justement bien articuler notre dossier si on a une perte importante? Pourquoi pas? C'est une idée. Je ne sais pas ce que Mme Cazio ou M. Gaudreau en pensent, mais on est dans une situation quand même hors du commun, là. C'est clair que au niveau des décisions d'unité privative, il y a effectivement quelques questions là-dessus. Oui. Ça va créer de la confusion. Le fait de ne pas avoir des registres qui sont en ordre, de descriptions qui sont en ordre, ça peut créer de la confusion lors du règlement du sinistre. Puis évidemment, dans le contexte actuel, c'est quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement. Donc, encore là, il n'y a pas nécessairement de règle absolue là-dedans. Là. Les assureurs vont régler ça au cas par cas, là, entre l'assureur du syndicat et l'assureur du copropriétaire. Merci, Vincent. Je n'ai pas eu le temps de suivre les questions. Si tu en as d'autres à me suggérer, Ben, mais si tu regardes dans la section Q&A en bas, Oui. on est en ordre d'heure, là, fait que c'est plus facile avec le chat pour suivre les questions. Oui. Dans le cas de, bon, on parle dans le cas où les dommages sont causés à des améliorations locatives, puis ça, Maître Jolicoeur, pendant que je regarde le chat, il y a quelqu'un qui a posé, qu'est-ce qu'on fait si on n'en a pas de description? Vous avez dit, ben là, on est obligé de l'avoir fait et tout ça, mais aujourd'hui, leur syndicat n'en a pas fait. On en fait une, on la fait adopter, ou on repart comme en date d'aujourd'hui, le compteur, puis les prochaines améliorations seront changées. Comment ils fonctionnent, ces syndicats-là? Dans un premier temps, on n'a pas de description des parties pratiques qui a un effet rétroactif. Alors, si le sinistre a eu lieu hier, vendredi, ben, ce n'est pas parce que je vais en voter une lundi que forcément elle va être opposable à ceux qui interviennent dans le dossier. Maintenant, la description des parties privatives, c'est une image qu'on se donne de l'état du bâtiment à l'origine lorsqu'il a été mis en copropriété. Donc, on fait un voyage dans le temps, si je peux employer l'expression, puis on essaie d'identifier la qualité définie des parties privatives. Alors, évidemment, c'est un exercice, sans dire complexe, quand même qui est laborieux. C'est un exercice qui nous oblige parfois à documenter. Et on doit ultimement le faire voter en assemblée de copropriétaires. Donc, ça va nous prendre un procès-verbal. Tout ça, c'est la clé. Et d'une façon ou d'une autre, à mes yeux, je vois difficilement comment un évaluateur agréé qui doit déterminer la valeur de reconstruction du bâtiment puisse, avec toute l'éthique requise, établir une valeur de reconstruction s'il n'a pas demandé la description des parties privatives. Mais
sur le terrain. Et je le sais parce que j'enseigne au courtier immobilier à chaque année. On me rapporte qu'il y a beaucoup de syndicats qui n'en ont toujours pas de description des parties privatives de voter, surtout dans la petite copropriété. C'est là où ça fonctionne encore moins bien. Donc, le conseil qu'on donne, c'est, comme vous avez dit, c'est pas rétroactif, mais si aujourd'hui on se décide d'en faire une, on peut établir en date du jour qu'est-ce qu'il y en est, puis les prochaines modifications d'amélioration des parties communes ne feront plus partie de l'unité de base. Ouais. Moi, Mme Couture, j'ai vu une question qui m'a interpellé un peu Allez-y. parce que quelqu'un nous dit, ben, à partir du moment qu'on comprend la réalité des changements climatiques et que les risques de pluie intenses risquent d'être présents, mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir que dans un premier temps, il faut éviter les pentes négatives, là. Ça, c'est une des problématiques qu'on a souvent. C'est-à-dire qu'une pente négative, c'est une pente qui amène l'eau vers le bâtiment. Alors ça, il faut s'organiser que les pentes ne soient pas négatives, mais positives pour essayer de rejeter l'eau, qu'elle ne la monte pas. Alors ça, il y a des architectes, il y a des ingénieurs, il y a des professionnels du bâtiment et qui peuvent prendre des relevés topographiques du terrain puis de faire des recommandations pour éviter justement, même dans des pluies pas trop abondantes, que les margelles soient inondées puis qu'on ait de l'eau dans le bâtiment. Le deuxième point, bien là, c'est toute la question de la gestion des eaux dans le bâtiment. Il faut éviter de faire ce qui est arrivé avec le ministère des Transports sur l'autoroute 13. Il n'y avait plus de pompes qui pompaient. Donc, ça c'est une autre chose. Il y a il y a des pompes dans les bâtiments, il faut s'organiser. Et juste avant qu'on commence l'émission, on me fait réaliser que ces pompes-là, c'est bien qu'on en ait, mais encore faut-il qu'ils puissent fonctionner quand il n'y a plus d'électricité, parce que souvent, pas d'électricité, plus de pompes, on va pas avoir les plus belles pompes du monde. Alors, c'est pas moi comme avocat qui va vous donner les conseils, mais ça me semble évident qu'il y a une réflexion à avoir auprès de professionnels du bâtiment sur la gestion des eaux. Ça me semble évident. Je ne dis pas que ça aurait réglé le problème de ce qu'on a connu vendredi, mais on essaie de limiter le risque associé à ce type d'épisode-là. Si je peux rajouter, naturellement, ça vient aussi avec, bon, ça aurait rien changé, mais dans le cas de pluie abondante, beaucoup plus petite que ce qu'on a vécu, ben, de nettoyer les puisards dans les garages, c'est un must. C'est même pas une option parce qu'il faut. Alors, On a beau installer toutes les pompes qu'on veut, si on ne nettoie pas le circuit de l'eau et tout, ce sera pas possible. On avait des questions sur des toitures qui ont 5 ans, 7 ans, 10 ans, puis qu'il y a de l'eau qui est rentrée, etc., etc. Question de garantie, question d'assurance sur ce type de. Mais là, Vincent ou Amélie, peu importe la toiture à quel âge, c'est sûr que, bon, plus elle est vieille, plus elle est à risque de laisser passer l'eau. Mais pour l'instant, avec cette pluie-là, ça ne veut pas dire que s'il y a rentré de l'eau par notre toiture que 5 ans, qu'elle n'est pas. Je pense que ça a été mis à rude épreuve, tous ces composantes-là. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ont eu des infiltrations par des composantes qui sont assez récentes, je dirais, dans le dossier? Moi, j'ai eu effectivement quelques questions là-dedans. Il n'y a pas d'exclusion. Tu sais, par exemple, si un de vos clapets n'a pas bien fonctionné, ça va être couvert par l'assureur. Si le toit qui est neuf n'a pas fonctionné non plus, c'est couvert par l'assureur. Donc, en tant que tel, la malfonction d'une composante n'est pas sujet à une exclusion d'un assureur. Donc, les gens n'ont pas à s'inquiéter là-dessus. Tu sais, il y a beaucoup de clapets qui n'ont pas bien fonctionné vendredi, là. Tu sais, évidemment, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, ça va être couvert par les compagnies d'assurance. Au niveau des toits, il y avait des questions sur les garanties, tout ça. Ça dépend des garanties, évidemment, selon c'est quoi le mètre couvreur, tout ça. Est-ce que, évidemment, il y a quelqu'un qui demandait s'il y avait des professionnels. Oui, il y a des gens qui peuvent faire la thermographie pour garder les toits, là, s'il y a des étanchéités, il y a des professionnels qui font ça. Donc, oui, c'est ça. On avait aussi des questions qui reviennent sur un peu la responsabilité, Maître Jolicoeur, des parties communes à usage restreint ou des parties privatives. Donc, on n'est pas là-dedans aujourd'hui. On n'est pas dans l'entretien de la partie du calfeutrage en fin de semaine qui n'a pas été faite. Je pense que la situation qui est là est autrement beaucoup plus grande
que d'avoir fait un bon joint de calfeutrage ou quoi que ce soit? On est dans une situation où les systèmes d'infrastructure, qu'ils soient gouvernementaux, municipaux, ainsi de suite, les routes, il y a des routes qui ont été emportées, donc c'est un raz-de-marée, là. Je ne sais pas l'expression, là, peut-être un peu lourde, mais il reste quand même qu'on a à réfléchir sur, je voulais mentionner, comment je peux limiter mon risque. Il ne faut pas qu'un assureur soit vu comme votre gestionnaire de risque. Il faut que les syndicats aient à l'esprit qu'ils doivent être eux-mêmes des gestionnaires de risque, puis d'essayer de faire le tour du bâtiment pour limiter les risques d'inondation. Donc, il y a des travaux, il y a des réflexions. D'ailleurs, à mes yeux, le carnet d'entretien que l'on attend actuellement avec le projet de règlement sur le projet de loi 16 devrait, quant à moi, considérer ces éléments-là sur la gestion des eaux pour limiter les sinistres. Tout ça doit être vu dans un ensemble par le conseil d'administration. Et n'hésitez pas à consulter des procès parce que quand on regarde l'étendue des dommages que l'on subit, ça ne coûte pas si cher que ça de s'engager un architecte ou un ingénieur pour bien se guider en cette matière. Merci. Vincent, est-ce que, ou Maître Jolicoeur ou Amélie, en fait, est-ce que le syndicat doit remettre une copie de la police d'assurance du syndicat? Première question. Deuxième question rattachée à ça, est-ce qu'il y a des ouvertures dans la police du syndicat où elles sont peut-être moins importantes et qu'un copropriétaire pourrait s'assurer lui-même pour cette couverture-là qui semble minime, comme dans le refoulement d'égouts, dans une police d'assurance de 25 000 qu'on sait qui est brûlée rapidement. Est-ce qu'un copropriétaire peut, via sa police personnelle à lui de copropriétaire, avoir une assurance supplémentaire par rapport à ça? Si vous me permettez, je vais répondre à la première question. Le reste des autres questions est trop compliqué. Donc, je vais laisser ça aux gens d'assurance. L'obligation de remettre une police d'assurance, la loi ne dit pas que les syndicats de propriétaires doivent transmettre une copie de la police d'assurance de la copropriété. Il n'est pas dit. Toutefois, c'est un document qui fait partie du registre de la propriété. C'est un document qui doit être rendu accessible aux copropriétaires qui en font la demande. Donc, tous les copropriétaires de l'immeuble sont en droit de demander une copie de la police d'assurance de la copropriété. Merci, Maître Jolicoeur. Vincent, ma deuxième question. Concernant pas vraiment. En fait, vous pouvez prendre une assurance, évidemment, dans votre couverture individuelle comme copropriétaire, vous avez une assurance qui couvre l'insuffisance d'assurance syndicat. D'avoir une bonne limite pour cette couverture-là peut être une bonne chose, d'autant plus que vous n'êtes pas si vous craignez qu'il n'y ait pas assez d'assurance dans le syndicat. Si vous ne le savez pas. C'est ça exactement. Ça peut être une bonne chose. Par contre, une obligation de la part des syndicats d'avoir une évaluation du coût de reconstruction 5 ans. Normalement, le montant d'assurance sur la police reflète l'évaluation. C'est un syndicat qui est évidemment géré de façon conforme. Donc, mais théoriquement parlant, c'est vraiment le syndicat qui doit prendre les couvertures. Vous ne pouvez pas prendre les couvertures pour autrui. Donc, vous ne pouvez pas décider, vous, d'assurer le syndicat pour quelque chose. Le syndicat ne veut pas s'assurer nécessairement pour ça. Donc, autre que prendre une plus grande couverture pour l'insuffisance, pas grand-chose que vous pouvez faire individuellement pour le syndicat. C'est seulement lui qui doit avoir la bonne couverture en place, là. Par contre, si vous voyez des choses dans la couverture, vous pouvez souligner au conseil d'administration. Puis l'autre chose, peut-être importante à souligner, les administrateurs ne sont pas couverts pour les déficits dans la police d'assurance du syndicat de copropriété. Comme administrateurs, ils sont couverts par leur assurance administrateur et dirigeant, sauf une exclusion assez importante pour les actes qui posent en regard de la police d'assurance en elle-même. Donc, si par exemple, vous soulignez un trou dans la couverture ou du syndicat de copropriété, vous soulignez ça aux administrateurs, eux décident de rien faire, il arrive quelque chose, puis c'est exactement ce que vous aviez prévu qui arrivait. Ces gens-là peuvent se faire poursuivre, puis ils ne sont pas couverts par leur assurance administrateur et dirigeant. Donc, c'est assez important d'avoir une bonne couverture comme syndicat de copropriété. Parfait. Mon autre question, Vincent, comment on fait comme syndicat de copropriété pour comparer une assurance? Ça veut dire, moi qui me dit que mon syndicat aujourd'hui est assez assuré avec le refoulement des égouts ou il n'est pas assez? Tu sais, ça dépend du courtier, ça dépend de l'assureur. Comment ça fonctionne?
Je dirais évidemment de se faire conseiller par des gens qui sont spécialisés en copropriété. C'est une clé pour avoir des bonnes couvertures. Peut-être poser des questions au syndicat, dire est-ce que on s'est fait accompagner, avez-vous plusieurs soumissions? Qu'est-ce qui a fait que vous avez ce genre de limitation-là? Pourquoi vous avez ce montant-là exactement en refoulement d'égouts? Ou par contre, il y a un assureur important au Québec qui a aussi des limitations pour les dégâts d'eau par le toit. Donc, il y a un assureur, entre autres, qui a ça. Poser des questions au niveau, c'était quoi le processus décisionnel pour arriver à la police d'assurance qu'on a là? Ou c'est la même police depuis 15 ans, on n'a rien changé, puis on est sur le pilote automatique. Mais peut-être c'est une bonne chose d'allumer là, des lumières par rapport à ça, puis voir c'était quoi le processus là, pour arriver au résultat final. OK. Maître Jolicoeur, j'aimerais vous entendre sur ce que Vincent a dit sur la responsabilité importante des administrateurs de, par exemple, de décider de ne pas prendre le tremblement de terre. Parce que c'est quand même une question qui est souvent « Oh non, on ne prendra pas ça, ça coûte trop cher, puis ça n'arrive pas au Québec. » Qu'en est-il, Maître Jolicoeur, d'une décision de ne pas prendre la couverture optimale, que je vais dire, suggérée par l'assureur du syndicat? Dans un premier temps, il faut savoir que la loi prévoit un minima de risques couverts par les polices d'assurance syndicats. Et lorsque ce minima de risque n'est pas couvert, il faut que l'assureur le précise dans un avenant ou dans la police en caractère apparent que ce n'est pas couvert. Maintenant, moi, j'ai moins de réserves que M. Gaudreau en a parce que je ne suis pas un courtier d'assurance, un expert en sinistre, mais moi, la différence que j'y vois comme avocat, comme praticien du droit, c'est que le devoir de conseil des intermédiaires comme les courtiers d'assurance est fondamental pour les administrateurs de copropriété. Parce que c'est le courtier d'assurance qui prend les risques de mauvais produits d'assurance. Et c'est au courtier d'assurance de dire à un conseil d'administration, vous savez, tel ou tel risque, là, je vous le recommande fortement pour telle ou telle raison. Et si un administrateur dit non, malgré le conseil, là, l'administrateur va prendre une responsabilité. Mais si vous avez un produit d'assurance qui est mal ficelé et que vous n'avez pas reçu les conseils, c'est vous, comme administrateur, qui prenez le risque. Et comme M. Gaudreau l'a signalé, vous n'êtes pas couvert pour ce type d'erreur. Alors, moi, c'est sûr que j'étais administrateur de copropriété. Je ne prendrais pas un assureur direct alors que je n'y connais rien en matière d'assurance. C'est trop risqué. Et rappelez-vous aussi que vous êtes administrateur du bien d'autrui. Vous administrez pas juste votre actif, vous administrez l'actif complet. Madame Couture, je vois que M. Lebrun qui a levé la main. Oui, bien Est-ce sûr. qu'on veut lui donner la parole? Est-ce qu'on peut lui donner Absolument, la parole? absolument. Gabriel, est-ce qu'on peut exaucer le vœu de M. Lebrun? Oui, tout à fait, Monsieur Lebrun est avec nous. Bonsoir, M. Lebrun. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien? Allez-y avec votre question. On est content de vous Oui, entendre. bon, merci. Dans le cas ici d'une copropriété, ce sont des maisons de ville, 8 unités en fait. Donc nous, moi c'est ça, je travaille pour une compagnie de gestion. Dans ce cas-là, les seules parties euh, communes, en fait, ce sont les murs coupe-feu, là, donc les murs mitoyens, et la rue en tant que telle. Donc, pour les dégâts, est-ce que c'est l'assurance du syndicat qui va payer ou l'assurance du copropriétaire? C'est l'assurance du syndicat. Puis, M. Lebrun, moi, j'en vois trop souvent ce type d'erreur en souscription d'assurance. On a des côtés horizontaux où ce sont les copropriétaires qui s'assurent eux-mêmes pour leur propre maison. Alors, ça va à l'encontre du régime du droit des assurances prévu par le Code civil. C'est le syndicat qui doit assurer l'entièreté des parties communes et des parties privatives, sauf si on venait qualifier la maison d'amélioration, ce qui est rarement le cas. Alors, donc, en principe, c'est l'assureur du syndicat qui va prendre charge d'indemniser pour les dommages subis. Parfait, merci beaucoup. Merci, M. Lebrun, pour votre question. Ça nous amène, Maître Jolicoeur, parce qu'on en a discuté à plusieurs reprises avec Vincent aussi dans une autre web radio il y a longtemps. Est-ce qu'on pourrait mettre en garde souvent justement les syndicats de petite taille et surtout de maisons de ville
Parce que souvent, je pense, dans votre pratique, Maître Jolicoeur, vous avez rencontré des syndicats qui étaient très mal assurés parce qu'ils n'avaient pas le bon produit pour eux. Ben oui, surtout dans la petite copropriété, on le constate trop souvent, des administrateurs qui ont la main sur le cœur, qui sont des bénévoles et qui ont comme seule recherche d'avoir la plus petite prime Oui. d'assurance. Donc, on a parfois une approche d'aller chercher des produits chez les assureurs directs. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'assureurs directs qui n'offrent pas des bons produits, ou il y en a. J'en connais un notamment. Mais ces administrateurs-là perdent de vue ce que M. Gaudreau nous a dit il y a quelques instants, c'est que les administrateurs engagent leurs responsabilités personnelles sans avoir le bénéfice d'une couverture d'assurance en cas d'erreur si on n'a pas souscrit ce qu'on devait souscrire en assurance. Ça, c'est une des premières problématiques. Mais la deuxième problématique, c'est que l'assurance syndicat de copropriétaires, c'est certainement une des polices d'assurance à l'implication les plus compliquées. Oui. C'est compliqué. C'est un régime d'assurance complexe. Il faut comprendre les mariages qui se font entre les assurances individuelles des copropriétaires et celles du syndicat. Il faut comprendre les obligations de faire évaluer le bâtiment. Il faut comprendre ce que c'est une amélioration. Il faut comprendre ce que c'est la description des parties privatives. Ça fait beaucoup, Madame Couture, pour des gens qui sont au conseil d'administration parfois 1 an ou 2 ans, qui sont parfois là parce qu'il n'y en a pas d'autres qui veulent se présenter, puis à qui on va leur donner le plat de lentilles en disant « occupe-toi-en ». C'est beaucoup. Alors, c'est pour ça que je dis aux administrateurs, trouvez-vous des professionnels. Quand on prend un courtier d'assurance, ben, on va le payer à même la prime d'assurance, là. Il est payé. Vous ne recevrez pas de facture normalement du courtier d'assurance, vous le payez à même votre prime. Pourquoi se priver de conseils de qualité alors que vous administrez pas juste votre actif, mais l'actif de l'ensemble des copropriétaires? Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Merci, c'est important de le préciser. On a une autre personne qui a relevé la main. Je sais qu'on a débordé un peu, mais on a eu énormément de questions et on n'a pas pu toutes les couvrir, mais on essaie de faire le mieux. Gabriel, si Valérie, tu je veux. pourrais Oui, faire un sprint pour répondre aux questions par la Oui, suite. Là, je sais qu'on a dépassé un peu le temps, là, mais oui, je ferai un petit sprint à la fin. absolument. On va bien prendre sûr. la question de Mme Chartrand, si on peut avoir Mme Chartrand avec nous. Elle est avec nous. Bonsoir, Mme Oui, Chartrand. bonsoir. Donc, en fait, moi, j'ai consulté ma déclaration de copropriété et dans ma déclaration de copropriété, il est inscrit que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire. Est-ce que ça signifie que ce sont les assurances des copropriétaires qui vont venir couvrir les dégâts? C'est qui serait responsable de démanteler les murs et les planchers? Oui, effectivement, c'est le cas. Vous avez fait une bonne lecture, Mme Chartrand, de ce qu'il en est en droit. Sauf que, tel que j'ai mentionné d'entrée de jeu de cette émission, on a un régime d'assurance particulier au Québec en matière de côté, ben, pas juste au Québec, l'Ontario, les autres provinces canadiennes sont similaires, où on a donné la mission d'assurer l'entièreté du bâtiment à une personne morale qui s'appelle un syndicat de copropriétaires. Alors, celui qui a l'intérêt assurable, Mme Chartrand, c'est le syndicat et non pas les copropriétaires individuellement. Et ça s'explique parce qu'on est dans un régime de propriété collective. Il faut comprendre que bien souvent, Mme Chartrand, une partie privative, si on est dans une copropriété en verticalité, c'est bien souvent le volume d'air, ce qui est privatif. Souvent, les murs périphériques des appartements, c'est commun. Les fenêtres sont communes. Alors, pour éviter, dans le fond, à gérer entre une ligne de l'eau, ce qui est commun, ce qui est privatif, le législateur est venu dire le syndicat assure l'entièreté du bâtiment, partie commune, partie privative, exception faite des améliorations faites aux parties privatives. OK, parfait. Parce qu'en fait, moi, c'est même mon assureur, là, j'ai réussi à lui parler, puis il m'a demandé d'avoir la déclaration de copropriété et à l'éplucher là, par cœur, que je suis rendue, je la connais par cœur. Tout est indiqué, mais les murs intérieurs, les planchers, c'est vraiment, ça fait pas partie, mais mon assureur me l'a demandé qu'il allait lui aussi le regarder. Donc, je vais attendre là, tout simplement la décision qu'ils vont me nommer, parce que même eux, ils disent, c'est rare, ça l'arrive, mais quand c'est mentionné, des fois, ça l'arrive. Mais Mme Chartrand, moi, je vais vous donner le conseil, le meilleur conseil que je peux vous donner ce soir. Il va être très simple. Retenez les services d'un courtier d'assurance spécialisé en copropriété. Ça se limite à ça. Mon conseil va être simple. Je pourrais vous décliner le droit. J'ai écrit un livre sur les assurances en côté pour le grand public. Vous allez sur le site Condo Légal, il y a beaucoup d'informations. Mais le meilleur conseil, si vous voulez bien dormir,
Un assureur n'est pas là pour vous donner des conseils. Un assureur, ça offre un produit d'assurance. Celui qui est là pour vous donner des conseils, ça s'appelle un courtier d'assurance. Alors là, je ne sais pas si vous faisiez référence au courtier ou à l'assureur, mais je n'irai jamais demander conseil à un assureur. Lui, il vend un produit, hein, puis il y en a d'autres qui vendent d'autres produits. Alors, il faut trouver quelqu'un qui soit capable de vous donner un conseil indépendant. Parfait, c'est bon. Plaisir, Merci, madame. Mme Chartrand. Merci beaucoup. Alors, Vincent, tu nous fais un sprint avec tes questions que tu as relancées? Oui, on va essayer de faire un petit sprint. Il y a quand même, à ce stade-ci, 44 questions. Si on regarde l'onglet pour ceux qui sont sur le web, le Q&A, Oui. on va essayer de répondre, je vais essayer de répondre au plus de questions possibles, là, évidemment, si Amélie et Maître Jolicoeur veulent Oui. sauter sur les questions. Que faire que faire le syndicat lorsque les assurances du syndicat refusent de nous dédommager? Les assurances ne veulent pas nous aider en disant que l'infiltration venait du sol. On a 4 copropriétés. Les assurances des copropriétaires disent que c'est l'assurance du syndicat. Je dirais que les assureurs du copropriétaire ont probablement raison de dire que c'est le syndicat. Je ne comprends pas, par contre, pourquoi votre assureur refuserait de dédommager. Honnêtement, aujourd'hui, là, avec ce qui est arrivé vendredi, je serais fort surpris que votre assureur ait refusé la réclamation déjà à ce stade-ci. Ça me semble quand même surprenant. Je demanderais plus d'informations là-dessus. Évidemment, je ne connais pas la situation précise, c'est difficile de commenter. Dans le cas où mon assurance personnelle, je suis Mme Cusson, 7h25 au niveau de la question. Dans le cas où mon assurance personnelle ne m'assure plus pour le refoulement d'égout, est-ce que la clause d'insuffisance d'assurance couvre tout de même les frais de l'assurance collective? Non, malheureusement, si vous n'avez pas l'avenant refoulement d'égout sur votre contrat personnel comme copropriétaire et qu'il arrive vous avez une insuffisance d'assurance de refoulement d'égout, votre couverture qui vient couvrir l'insuffisance d'assurance du syndicat ne s'appliquera pas. Donc, c'est pour ça que c'est excessivement important, même si vous restez au 10e étage, d'avoir la couverture refoulement d'égout sur votre contrat d'assurance. Parce que des fois, souvent, les gens disent « Je reste au 10e, je n'ai pas besoin de ça, je suis loin de l'égout. » Mais c'est que s'il y a une insuffisance d'assurance, puis là, votre couverture d'insuffisance d'assurance pourrait venir vous couvrir, ça ne s'appliquera pas si vous n'avez pas la couverture de refoulement d'égout. Donc, c'est important de l'avoir. 7h25, M. Baudet, on a 4 unités de rez-de-jardin qui ont été affectées. Est-ce que c'est... ça a changé. On a 4 unités en rez-de-jardin. Est-ce que la franchise doit être payée seulement par les copropriétaires des unités affectées? Non. La franchise doit être payée par votre fonds d'auto-assurance qui lui-même doit être rempli par tous les copropriétaires. Donc, c'est important de le mentionner. C'est pas juste, ça s'applique à tout le monde. C'est pas juste les copropriétaires affectés qui doivent se cotiser pour payer la franchise, c'est tout le monde. Vincent, je prendrais le temps de s'essouffler. Monsieur Trudel, puis ça fait partie de ce qu'on a jasé un petit peu avant d'entrer de jeu. En cas de refus de protection de l'assureur, quels sont les recours d'un syndicat de copropriété? La Ville pourrait-elle être poursuivie pour dédommager des syndicats de copropriété par une incapacité des dégâts pluviaux de gérer l'eau de pluie? On a parlé avant de débuter la web radio, puis je l'ai pris une note, puis j'ai oublié d'en discuter avec vous. Mais tantôt, on a discuté qu'il y a l'urgence d'agir si on a un recours à manifester envers la Ville. Alors, je ne sais pas si c'est Maître Jolicoeur, Amélie ou Vincent qui veut répondre à ça, mais que devons-nous faire si on pense qu'il y a une responsabilité d'une municipalité? Généralement, pour les dommages comme ça qui peuvent être causés ou être touchés, bref, avec la municipalité, il y a l'avis d'intention. On a l'intention de soumettre une réclamation auprès de la municipalité. En temps normal, c'est d'un délai très rapide. On peut même voir généralement 15 jours. Donc, c'est de donner qu'on a une intention, puis ensuite de poursuivre dans les 6 mois. Donc, les droits au niveau des municipalités sont très restrictifs. Maître Jolicoeur pourra nous en dire davantage, mais il faut agir rapidement. Dans le cas qu'on a vu vendredi soir, il y a beaucoup de facteurs qui vont être à prendre en cose là-dedans. Je pense que c'est un cas qui va quasiment être considéré comme étant une force majeure, là. Possiblement qu'il va y avoir des exonérations. Ça ne sera pas partie facile. Je ne suis pas certaine, dans le cas présent, que les villes auraient à voir, mais encore une fois, c'est du cas par cas. Mais c'est toujours mieux de se protéger, d'envoyer possiblement les avis. Bien entendu, vos experts en sinistre pourront vous guider. C'est eux qui s'en chargent également au niveau des assureurs
pour ce qui concerne les indemnités là, de l'assureur, pourront vous guider pour s'il y a des pertes sous les franchises, aussi bien entendu, ou la franchise elle-même, les pertes sous la franchise, peut-être nous communiquer avec vos courtiers. Nous pouvons aussi partager des modèles. La CHAD aussi, nous allons en faire référence là, à la fin du web radio, mais la CHAD aussi donne des modèles de lettres aussi là, pour des tels avis d'avis d'engagement. Merci, Amélie. Maître Jolicoeur, avez-vous quelque chose à rajouter sur le point? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Sans dire que c'est utopique de poursuivre les villes, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de sympathie du tribunal, sauf des cas d'exception, ou d'une grossière négligence des villes dans la gestion de son réseau. Je pense que les lignes de défense vont être assez faciles pour les villes là, en cette matière. Vincent, avais-tu d'autres questions dans le chat en rafale ou On est à 39, on descend tranquillement, lentement, mais sûrement. Marc pose la question à 7h31, l'obligation de détecteur de fuite d'eau, est-ce que c'est un automatisme suite à une réclamation de dégâts d'eau? Pas nécessairement. Dans le cas, évidemment, de vendredi, tous les détecteurs n'auraient pas servi à grand-chose. L'eau venait du ciel. Mais par contre, évidemment, un syndicat qui a une fréquence de dégâts d'eau pourrait se voir obliger l'installation de détecteurs. Donc, c'était ça pour cette question. Céline, 7h33. Si les planchers ont été touchés au sol et ces planchers ont été faits après l'achat, est-ce que les assurances du condo qui s'en chargent ou les assurances individuelles? C'est vraiment la seule chose qui a été touchée, c'est une amélioration. Puis que dans la description, c'est vraiment considéré qu'une amélioration. Peut-être qu'une seulement une réclamation pourrait être faite à l'assurance du copropriétaire s'il n'y a vraiment pas d'autre chose de toucher, mais c'est rare, généralement, il y a d'autres choses en dessous qui ont été touchées. Valérie, d'expérience, tu sais comme moi, là, que Ouais. probablement pas faire une réclamation au syndicat de toute façon. Il faut peut-être préciser, M. Gaudreault, que l'assureur du syndicat va payer pour la portion hors amélioration du revêtement. Donc, il y a un partage qui va se faire entre deux assureurs. Si on a une membrane, un plywood en dessous, des trucs, souvent, c'est ça. Là. Ça va être. La boiserie, le bas du mur, il appartient, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exact. On a une question en anglais qui nous dit on a acheté des équipements pour régler les problématiques, mais on ne va pas faire, de réclamation, mais on a acheté des équipements. Est-ce qu'on devrait aviser l'assureur? Non. Je dirais que les équipements achetés ne vont pas nécessairement changer la perspective de votre risque par rapport à l'assureur. C'est une bonne chose d'avoir fait, par contre. Félicitations d'avoir fait le nécessaire pour préserver votre unité. Gardez-le, ça pourrait être utile dans le futur. Les équipements, des pompes, tout ça, ça pourrait être utile dans le futur. Je pense que c'est une très bonne chose que vous ayez été diligent là-dessus. Nicole pose une question. S'il y a eu plusieurs sinistres, c'est une bonne question. On a, en fait, le dommage a affecté plusieurs unités. Est-ce qu'il va y avoir plusieurs franchises? Il va y avoir une seule franchise. C'est un événement. Donc, c'est important de le dire. Il va seulement avoir une franchise qui va s'appliquer. Puis, par exemple, si on a, je vous donne un exemple, là, on a un refoulement d'égout, on a une inondation, le refoulement d'égout a fait prendre en feu le panneau électrique, puis on a un incendie en plus. Est-ce qu'on a 3 franchises? Puis, il y a eu un tremblement de terre parce qu'on n'a vraiment pas été chanceux cette journée-là. Les assureurs, dans le cas où il y a plusieurs garanties qui vont s'appliquer, vont toujours prendre la plus haute franchise. Donc, il va seulement avoir une franchise qui va s'appliquer, puis ça va être la plus haute. Puis si c'est toute la même chose, par exemple, 4 dommages qui viennent de refoulement d'égout, ils vont avoir une seule franchise au contrat du syndicat de copropriété. Ça, c'est une bonne précision parce qu'on n'est pas, habilité à comprendre ça. Exact. Nous avons une infiltration d'eau dans 2 condos sur 10 avec quelques pouces d'eau. Nous avons retiré des planchers, coupé gypse. En ce moment, ça sèche. Quand les gens rajoutent des questions, ça redescend tout le truc. Oui, c'est ça. Ma question est, vu que l'eau est passée par les fenêtres du sol, est-ce au copropriétaire de réclamer sur sa propre assurance ou celle du syndicat? On a parlé encore tantôt, il va falloir réclamer sur celle du syndicat, particulièrement si ça touche le gypse. C'est vraiment dans la décision des unités privatives. Donc, ça va vraiment être au syndicat, indépendamment de par où l'eau est passée. Et de toute façon, dès que vous allez appeler un assureur privatif, il va vous dire wow, il faut que tu appelles le syndicat en premier lieu. Exact. Dans le cas où les dommages sont causés à des améliorations locatives, donc couverts par l'assurance du copropriétaire, doit-on ouvrir une réclamation auprès de l'assureur de la copropriété? Si vous êtes sûr à 200 que c'est seulement les améliorations, peut-être pas l'ouvrir l'assureur de la copropriété, mais là, vous me parlez de bonnes murs, de membranes. Typiquement, ça fait partie de la copropriété du syndicat et non pas des améliorations locatives. Il va probablement falloir que vous appeliez le syndicat de copropriété. Vous pouvez prendre une chance, juste appeler l'assurance du copropriétaire, mais probablement qu'eux vont vous référer après ça à l'assurance du syndicat. Donc, c'est ma réponse là-dessus. Il n'y a personne pour nous aider parmi les experts. Que pouvons-nous faire durant ce temps? On l'a souligné en début de webinaire, le nécessaire pour protéger vos biens.
Je dirais qu'on l'a vu, puis peut-être, Amélie, tu peux commenter là-dessus. Les assureurs ont commencé à répondre plus au téléphone. Si on a passé la première vague là, où là, c'était pas possible d'avoir de service. Autant dans les compagnies d'après-sinistre qu'au niveau des assureurs, on a un petit peu plus de réponses maintenant. Moi, je me réessayerais demain là, de parler à quelqu'un. Vous pouvez parler aussi à votre courtier d'assurance au besoin, si possible. Il y a Tu eu une permets, grosse vague. Vincent? Ah oui, vas-y, Amélie. Après ça, je vais y aller avec 2 questions à la fin. Rapidement, juste c'est ça, les assureurs samedi et lundi ont été vraiment des grosses journées très achalandées, mais on commence à avoir un petit peu plus de réception de nouveaux mises à jour et qu'ils ont rajouté des personnels nécessairement sur les lignes qui nous invitent à les appeler là, par téléphone vraiment pour les cas urgents. Parfait, merci. Il y a une question qu'on n'avait pas couvert que j'avais. C'est, Maître Jolicoeur, vous qui travaillez avec le juridique tous les jours et les courtiers immobiliers. Il y a dans les DRCOP, de la déclaration du syndicat de copropriété, qui indique quand on a eu un gros sinistre ou, dans le pire des cas, on a eu 2 ou 3 ans d'affilée des grandes infiltrations, il y a comment je dirais, le syndicat doit aviser un éventuel acheteur de ces situations-là. Comment, comme syndicat de copropriété, comme administrateur, on indique ces choses-là sans vouloir pénaliser trop le copropriétaire, mais en voulant jouer le rôle légalement que le syndicat doit prendre. Donc, est-ce qu'on répond à la question, est-ce qu'il y a un facteur qui peut diminuer la valeur ou amener des contributions particulières ou quoi que ce soit? Ben, dans un premier temps, il faut savoir que le projet de loi 16 a introduit 2 nouveaux articles dans le Code civil du Québec qui traitent, dans le fond, de cette question-là, 1068.1 et 1068.2. L'article 1068.1 qui n'est pas encore entré en vigueur, on attend le règlement qui va sortir dans la Gazette officielle, nous pensons cet automne. Cet article-là, une fois qu'il va être rendu en vigueur, ça va forcer les syndicats à produire une attestation de conformité sur la copropriété, dont le cadre, les détails vont être fixés par règlement. C'est pour des raisons pour lesquelles on attend le règlement. Il est fort à parier que ce règlement va s'approcher un peu du formulaire de l'OASIC, le DRCOP, pour donner, dans le fond, que le syndicat atteste d'un minimum d'informations, notamment, j'imagine, sur les problématiques de l'état du bâtiment. Ça, c'est un règlement à venir. On peut bien avoir des idées de ce qui s'en vient, mais ce n'est pas encore le cas. Maintenant, l'article 1068.2 prévoit spécifiquement que prometteur acheteur, et là, on n'est pas dans le DRCOP, est en droit de revendiquer du syndicat de l'information et de la documentation qui émane du syndicat pour qu'il puisse prendre une décision éclairée. En d'autres mots, si un prometteur acheteur en bonne et due forme demande au syndicat s'il y a une problématique de sinistralité dans la copropriété, bien, le syndicat va devoir répondre oui. C'est pas compliqué parce que c'est là-dessus que se fonde la décision d'un acheteur d'aller de l'avant ou pas. Donc, le syndicat se doit. Et nous, on pense que si le syndicat agit de mauvaise foi, il va s'exposer à des recours en dommages de la part d'un futur acheteur qui va venir dire, bien, si j'avais su, je n'aurais jamais acheté. D'où le recours en dommages contre le syndicat. Merci beaucoup, parce que c'est important, je pense, de clarifier cette situation-là aussi, puisque ça peut effectivement susciter des questionnements et avec raison d'un éventuel acheteur de savoir le risque qui en découle de son achat ou non. Vincent, est-ce que tu avais d'autres questions qu'on n'avait pas couvertes dans le chat? Oui, on en reste 27. On avance. J'ai répondu à quelques-unes par écrit d'ailleurs. Ouais. Si vous voyez, il y en a. J'ai fait une couple de réponses par écrit là, pour ceux qu'on pouvait répondre rapidement. Il y a plusieurs questions qui reviennent sur la différence refoulement-inondation. Oui. On a plusieurs questions. Là. Comme j'ai dit, il n'y a pas de réponse définitive qui s'applique dans tous les cas de figure. Il y a tellement de variables dans toutes les situations. Puis les assureurs aussi n'ont pas nécessairement les mêmes définitions de qu'est-ce qui est un refoulement, qu'est-ce qui est de l'eau de surface, qu'est-ce qui est une inondation. Donc, malheureusement, c'est difficile pour nous de dire ça, c'est une inondation, ça, c'est un refoulement. Moi, je vous recommande vraiment de faire la réclamation auprès de l'assureur. Puis, même si, évidemment, les franchises peuvent être différentes dans certains cas, prenez une chance, comme je disais à monsieur tantôt, prenez une chance, faites la réclamation, puis vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Au pire, vous la fermerez sans paiement, c'est tout. Donc, tout à fait.
C'était ça pour cette question-là. Est-ce que les administrateurs d'un syndicat ont la responsabilité de prendre des mesures pour minimiser les risques qu'une situation semblable survienne à nouveau en cas de pluie diluvienne? Par exemple, corriger pente de terrain, sump pump, éloigner l'eau des fondations? Oui. Les administrateurs de copropriété ont évidemment comme responsabilité la sauvegarde de l'immeuble. C'est la première responsabilité du conseil d'administration comme administrateur. Donc, effectivement, je pense que comme administrateur, je pense qu'il y en a probablement beaucoup à l'écoute. Ceux qui n'ont pas eu de réclamation, les chanceux ou qui ont eu des petites réclamations, ben, servir de ça comme leçon, de dire ben, aujourd'hui, en 2024, c'est important d'avoir un immeuble qui est en bon état, qui est capable d'accueillir des précipitations importantes, puis de les gérer, puis qui est étanche. Donc, de prendre les mesures en conséquence. Il va en avoir d'autres. Des sinistres puis des coups d'eau comme on a vécu, il va en avoir d'autres, on le sait. Je pense qu'il faut se préparer en conséquence. Je pense que la prévention, ça peut rassurer un assureur aussi, dans le sens que ça prouve que le syndicat s'est rendu compte de quelques faiblesses puis essaie de pallier à ça. Oui, puis des fois, les gens, parce qu'il y a des coûts reliés à ça, souvent, il y a des travaux à faire, tout ça, puis les gens ne veulent pas défrayer pour ce genre de coûts-là. Puis, tu sais, on va le vivre, là, il y a des dizaines de milliers de Québécois qui vont vivre une réclamation de dégâts d'eau. C'est pas le fun. Je suis sûr qu'il y en a à l'écoute aujourd'hui qui sont là-dedans présentement. C'est pas le fun de couper les murs, être pris là-dedans, ça va durer des mois. T'sais, de dire aux gens, écoutez, on fait de la prévention pour éviter les réclamations, là, mais aussi d'éviter un impact, une réclamation qui va affecter votre vie. Les gens achètent des condos pour avoir la paix. Mais quand on a des réclamations de cet ordre-là, ben, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut investir dans certains cas pour éviter là, des dégâts. Le syndicat effectue des travaux épais mais ce qu'ils peuvent exiger aux copropriétaires dont la source d'eau a causé le dégât pour la valeur de la franchise. Mais effectivement, évidemment, dans le cas de vendredi, peut-être pas, c'est difficile. Mais quand il y a un copropriétaire qui cause un dommage, vous pouvez réclamer jusqu'au montant de la franchise du syndicat de copropriété. Notre édifice n'a pas 10 ans, infiltration d'eau par la toiture. Le constructeur nous dit que la garantie de 5 ans est périmée, donc s'en remettre à l'assureur. Personnellement, je ne me fierais pas nécessairement à la parole d'un constructeur pour me parler de la garantie sur un immeuble neuf. Je vais rire, maître Jolicoeur. Très bon conseil, c'est très pertinent. Je sais pas, moi, je la lirais minimalement avant de prendre ça pour du cash, nécessairement. Mais faire attention, effectivement, quand on parle de garantie et tout ça, là, c'est très différencié, effectivement. Quel type d'expert peut nous aider à déterminer comment éviter que ça arrive encore, compte tenu des infrastructures de la ville, si les infrastructures de la ville ne répondent pas aux besoins? Mais j'ai le cœur des technologues, des ingénieurs, évidemment, ça dépend de la grosseur du syndicat de copropriété. Ben, c'est sûr que les technologues professionnels qui sont bien souvent des taux horaires moindres que les ingénieurs sont de bonnes ressources pour vous conseiller là-dessus. Mais c'est quand même un exercice complexe hein, de lire les pentes de terrain. Souvent, on va avoir besoin d'un arpenteur géomètre pour effectivement voir la typologie de bâti du terrain, etc. Alors, c'est réellement le conseil que je vais donner aux administrateurs ce soir. Consultez, surtout si vous avez vu que l'eau a monté très proche de vos fenêtres, des portes d'entrée, pour éviter ces risques forcément qui peuvent revenir. Monsieur Corriveau, 7h43, on est à 22 questions. On va essayer de terminer ça là, dans les 15-20 prochaines minutes. Là. Oui, Je sais qu'il y en a qui veulent savoir comment est-ce qu'on va terminer ça. On a fermé les nouvelles questions d'ailleurs. Gabriel nous a dit là, on va terminer ça avec les questions qu'on a. Un syndicat vertical, un horizontal. Quel syndicat doit inclure une assurance pour inondation et refoulement d'égout? J'aurais tendance à vous dire les deux. Évidemment, dans certains cas, il y a des horizontaux que c'est seulement des rues, mais même là, un refoulement d'égout puis une inondation peut causer des dommages à la rue. Si on le voit, il y a des affaissements de route. En fin de semaine, il y a eu beaucoup d'affaissements de route qui ont été causés par l'inondation, le refoulement d'égout. Chaque situation est particulière, là, mais je dirais qu'en règle générale, c'est les deux doivent avoir de l'assurance pour inondation, refoulement d'égout. L'autre, c'est nous sommes des maisons de ville, des sous-sols ont fortement été endommagés. Notre déclaration stipule que le syndicat est responsable de remettre la maison de ville dans son état d'origine. Il s'agit des sous-sols non finis, l'assurance qui est responsable de la démolition des améliorations apportées par le copropriétaire. Donc, la question est l'assurance qui est responsable de la démolition si le sous-sol n'était pas fini à l'origine. Dans les circonstances, c'est un sol non fini. Tout ce qui vient après constitue des améliorations apportées et c'est l'assureur
du copropriétaire, c'est vigilant de la souscrire qui devrait indemniser, mais l'assureur du syndicat ne paiera pas pour ces ajouts-là. Le syndicat n'a aucune obligation de voir à la réhabilitation de lieux qui constituent des améliorations. L'autre, Marc-André Trudel, en cas de refus de protection de l'assureur, quels sont les recours d'un syndicat de copropriété? La ville pourrait être poursuivie pour dédommager le syndicat, on en a parlé. Par contre, en cas de refus de protection de l'assureur, quels sont les recours? Pourquoi l'assureur refuserait, à part que si ce n'est pas dans votre couverture? Est-ce que j'ai bien interprété la question, Vincent? Je ne sais pas non plus, là, mais honnêtement, les assureurs n'ont pas beaucoup de recours pour refuser les réclamations tu sais, dans les événements qu'on a eus. Si un syndicat est bien assuré, là, normalement, il ne devrait pas avoir d'enjeux. Il peut y avoir des enjeux d'inondation, refoulement d'égouts, il peut y avoir des enjeux avec les sous-limites de refoulement d'égouts. Ça, c'est possible qu'on voit des gens qui vont avoir des dommages qui vont excéder les sous-limites de refoulement d'égouts. Là, ça, on risque de le voir pas mal. Mais en tant que tel, c'est supposé, là, si vous êtes bien assuré, là, normalement, les couvertures de refoulement d'égouts, inondations sont sont suffisantes pour couvrir ça. L'autre question, c'est pas vraiment relié au cynisme en fin de semaine, là, mais si quelqu'un laisse une porte ouverte et qu'il y a de l'eau qui abîme les choses, dans le domaine de l'assurance, il y a plusieurs assureurs qui ne couvrent pas. Là, pour dire, est-ce qu'il faut que ça soit spécifié? Comment ça fonctionne, Amélie? Il s'agit malheureusement d'une exclusion qui est extrêmement présente, sinon toujours présente. Quand il y a une ouverture, que ce soit une porte, une fenêtre qui est ouverte et qu'il y a de l'eau de pluie, par exemple, qui entre, malheureusement, ce n'est pas couvert. Les cas où on va voir que c'est couvert, c'est si, par exemple, il y a un sinistre qui est soudain et accidentel, qui, lui, endommage la porte ou la fenêtre. Par exemple, un arbre qui serait venu tomber avec une tempête de vent, par exemple, dans la fenêtre, qui la brise et sans suivant une infiltration d'eau, ça pourrait donner suite à une perte admissible. Mais vraiment, la porte, la fenêtre ouverte, malheureusement, généralement, c'est exclu. Merci, Amélie. Moi, je t'ai rendu à la fin de mes questions, à moins que Vincent, tu n'aies trouvé des nouvelles. Dans la section Q&A, là, il en reste, OK, vas-y. 19. Donc, si on prend la première, Madame Rioux, est-ce qu'on peut louer un cube pour entreposer des biens non touchés pour libérer les lieux pour assécher? Est-ce que ça va être remboursé par les assurances? Normalement, là, je ne sais pas si on est dans un contexte de syndicat ou une assurance individuelle. Typiquement, oui. Effectivement, si vous avez les frais que vous encourez pour protéger, par exemple, louer une pompe, louer des ventilateurs ou des humidificateurs, c'est des dépenses qui peuvent être couvertes par l'assurance du syndicat de copropriété. Parce qu'évidemment, c'est des dépenses que vous encourez pour protéger votre bien. Donc, l'assureur va les couvrir. Donc, effectivement, c'est des choses qui peuvent être couvertes par la compagnie d'assurance. Peut-être validé, par exemple, si c'est des biens personnels d'un copropriétaire, ça peut être couvert par l'assurance du copropriétaire et non pas celle du syndicat. Il faut juste faire attention, là, qu'est-ce qui s'adresse à quoi là-dedans. La question était pour Maître Jolicoeur. Oui, par Saïda. Si l'eau de pluie a pénétré chez un seul copropriétaire par sa cheminée qui a été fermée par l'ex-propriétaire, qui s'en charge? Le propriétaire concerné ou le syndicat? Ça va être le syndicat. C'est toujours le syndicat qui est le maître d'œuvre des travaux. Évidemment, s'il y a une franchise, il y aura une question, est-ce qu'il y a eu une faute de la part du copropriétaire concerné? Ce qui ne me semble pas être évident, s'il n'y a pas de faute directe, mais c'est le syndicat qui va devoir réclamer et qui va devoir faire les travaux. Peut-être une autre question, Maître Jolicoeur. Est-ce qu'une terrasse à usage exclusif doit être incluse dans la description des parties privatives? Non, parce qu'à partir du moment où une terrasse est une partie comme un usage restreint, ce n'est pas cela qui doit être décrit. Ce qui doit être décrit, c'est les parties privatives. J'ai une autre question pour Valérie. Que faire lorsque la compagnie de gestion de copropriété n'a pas été disponible et n'a pas communiqué et n'a pas réagi de façon ponctuelle durant l'événement des derniers jours? Ben, dans un premier temps, c'est premièrement, on vous a dit vous avisez votre assureur privatif. L'assureur du syndicat, il y a certainement des administrateurs qui étaient sur place possiblement, mais je pense que la plupart des gestionnaires sont intervenus le plus possible en fin de semaine, mais il y avait des pannes de courant dans certains secteurs, il y avait différentes choses. Alors, si vous n'avez pas eu de réponse du tout de la fin de semaine, ben ça, c'est une autre chose, voir avec votre gestionnaire. Mais dans un premier temps, il ne faut jamais oublier dans une situation d'urgence
que le gestionnaire n'est pas là pour l'urgence. C'est les pompiers, la police et l'ambulance au besoin. Mais naturellement, si vous n'avez pas eu de nouvelles de votre gestionnaire du tout durant les derniers jours, ben là, vous verrez ce qu'il y en est. Mais c'est sûr que j'ai parlé avec plusieurs gestionnaires et tout le monde a été surchargé. Alors, ça a été un gros week-end. Mais aussi, on avait la même comment je dirais, nos compagnies après sinistres étaient pas capables de fournir. Fait que c'est sûr que ça a été un gros week-end pour tout le monde, là, même les assureurs qui répondent plus. Fait que ça prouve une quantité de demandes qui dépasse la normale. Partie privative égale unité de référence. Non. Si on a évolué notre immeuble selon la loi et pour les assurances, on est OK. Je pense que vous confondez deux choses. L'évaluation de votre immeuble, ça, c'est une chose. L'évaluation de la valeur de la construction. Puis l'autre chose, c'est la description des unités privatives qui doit être un autre document qui doit être complété. Il y a des fiches sur condo légal là-dessus que je vous invite peut-être à regarder. La description des unités privatives, c'est deux choses vraiment différentes. Donc, c'était ça pour celle-là. Nous avons une pente négative qui a provoqué une inondation dans le garage. Cette pente provient de la propriété de nos voisins. Que devrions-nous faire dans cette situation? Nous installons des pompes ou devrions nous évacuer l'eau? Est-ce possible de le déverser dans la rue? Je ne suis pas spécialiste des eaux pluviales. Peut-être regarder avec un technologue. Ben, En fait, le principe, c'est Allez-y. qu'on doit gérer ses eaux. On ne peut pas envoyer ses eaux chez le voisin. Donc là, il y a peut-être une question à évaluer s'il y a lieu de revoir avec le voisin la gestion des eaux. Alors, c'est sûr que si votre voisin surélève son terrain puis vous envoie l'eau chez vous, ben là, il y a une faute, mais ce sont réellement des cas d'espèce, ça. Ouais. Mais Claude André, pour vous, Maître Gelcoeur, la ville a enlevé notre clapet anti-roto il y a 8 ans. Il y a eu infiltration d'eau par ce tuyau. Plus que juste notre terrain, est-ce qu'on est couvert? Est-ce qu'on a un recours contre la ville? Vous êtes couvert? Est-ce que vous avez un recours contre la ville? Mais j'ai le cœur. Ben là, je trouve ça assez étonnant qu'une ville retire ces systèmes-là. Donc, je n'ose pas m'avancer là, parce qu'il y a un volet technique qui m'échappe dans votre dossier. Mais c'est moi aussi, je suis étonné. Habituellement, les villes, ils font pas Pas ça. ceux qui font. Non. Non. Peut-être le faire regarder la situation de plus en détail, là, voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Là, parce que Avec c'est un quelque maître chose. plombier, là, je pense que c'est peut-être un maître plombier de revenir faire un fait. tour chez vous. Là. Pour savoir ce qui est arrivé il y a 8 ans, là, si la C'est ville ça. vraiment forcé à l'enlever. Madame Desormeaux, si je comprends bien, une fois les photos prises du matériel touché, on peut jeter ces résidus, même si les expansionnistes ne sont pas venus. Si vous pouvez mettre les débris qui ont été retirés à un endroit sécuritaire en attendant d'avoir l'appel de la compagnie d'assurance, ça serait l'idéal. C'est sûr, prendre les photos, c'est une chose. Si vous n'avez pas d'endroit où les mettre, les villes là, commencent à organiser des collectes de rebut aussi. J'ai entendu parler qu'il y a plusieurs villes là, qui se lançaient là-dedans. Si vous avez possibilité justement de les faire laisser aller par une collecte, faites-le. Mais je vous dirais, attends, les assureurs vont vous contacter. Là, la plupart des assureurs vont rappeler d'ici à mercredi. Là. Moi, je pense que tout le monde va avoir un retour d'appel d'ici à mercredi. Si vous pouvez attendre un petit peu avant de vous débarrasser des choses, je le ferai. Prendre des photos, c'est déjà la bonne chose. Puis nous, je peux me permettre un commentaire, dans certains syndicats, on a commencé à prévoir des conteneurs qui ne seront pas vidés tout de suite, mais il y aura le matériel un peu dedans pour sortir les choses. Là. Je serais surpris les compagnies d'assurance à y regarder dans les conteneurs, par exemple. On leur donne le choix, Vincent. Ah ouais, ils pourront y aller. S'ils veulent, ils pourront aller fouiller là-dedans, mais je serais surpris. J'ai l'impression que les assureurs vont être assez expéditifs dans les règlements de ce coup-ci. Là, On l'espère. Monsieur Miette, on a 2 petites copropriétés séparées par un mur mitoyen. L'infiltration légère devient de notre côté, provient du condo voisin. On a juste 1 000 de dommages. Je serais prêt à faire les travaux lui-même, travaux de remplacement. Comment devons-nous agir avec la copropriété voisine en passant? Merci pour cette séance. C'est quand même une question un petit peu compliquée là, en un paragraphe. Bon, faire les travaux nous-mêmes, je sais que dans les circonstances, ça risque d'être tentant et d'être populaire. C'est sûr que dans un monde idéal, peut-être pas. C'est sûr que là, les contracteurs vont tous être très occupés. Je pense qu'il faut y aller avec le jugement. C'est quelque chose de vraiment mineur. Est-ce que c'est une question de jugement? En circonstances ordinaires, je vous dirais non. C'est ça. Là, c'est à voir. Je pense qu'il faut être prudent, M. Gaudreault, parce que Ouais. là, on a des gens non qualifiés qui font des travaux sur des parties communes, système électrique. Ah non, mais ça, l'électricité, je sais pas à ça. Là. Mais là, on Non, parle de mais moins de 1 000 $.
Fait que, tu sais, Ouais, c'est ben, plus, c'est ça. Mais c'est ça. je pense qu'il faut être prudent parce que c'est des cas d'espèce. Là. C'est sûr que si on doit retirer une plainte puis passer le ventilateur, c'est une chose, mais si on commence à couper les bas de mur puis qu'on commence à Ah, arracher des planchers, euh, on est dans une dynamique où, dans le fond, la question qui va se poser, compte tenu que le syndicat doit être le maître d'œuvre des travaux, si j'ai un copropriétaire qui se blesse durant ces travaux-là, quelle est la responsabilité du syndicat en cette matière? Est-ce qu'ils sont couverts pour les bénévoles qui font des travaux? Ça commence à être compliqué. Là. On a déjà eu un premier sinistre avec l'eau. On ne voudrait pas en avoir un deuxième sinistre parce qu'il se passe quelque chose qui est fait par des gens non qualifiés. Alors, c'est là que j'ai une petite réserve. Là, En tout cas, je pense qu'il faut être prudent. je vais suivre les conseils de mon avocat, puis je vais vous dire, Que soyez tu as eu prudents. gratos en C'est plus. ça. En plus, gratuitement. Donc, C'est on va ça. tous en profiter, mais soyez prudents Oui, là-dessus, les travaux faits par tout le tout à monde. fait. Je sais que c'est tentant, puis on l'a vu beaucoup, surtout dans les maisons familiales, là, mais faites attention aux copropriétés pour ce genre de choses-là. Effectivement, des gens qui se blessent, tu sais, aussi en travaillant, tout ça, faut faire attention. Je vais te la lire, Vincent, tu vas pouvoir prendre une gorgée Ouais, d'eau. vas-y, ouais. Monsieur David, est-ce recommandé de conserver le même assureur d'année en année ou est-ce bénéfique de changer régulièrement? Le syndicat, 2, ça c'est la première question. La 2, le syndicat effectue les travaux et paie, mais est-ce qu'il peut exiger au copropriétaire dont la source d'eau causé le dégât pour la valeur de la franchise? Donc, là-dessus, c'est 2 questions pour Fort Assurance. Oui, ben, la première question, il n'y a pas de bénéfice. En fait, conserver une mauvaise assurance d'année en année, c'est pas bon. Donc, Ouais. il n'y a pas de bénéfice de conserver le même assureur dans la mesure où il n'est pas bon ou les couvertures ne sont pas bonnes. Même chose pour changer régulièrement. Changer régulièrement, en général, ce n'est pas nécessairement la meilleure des choses, je vous dirais, après ma barre, parce qu'évidemment, quand on change les couvertures. Les assureurs, comme on l'a dit, il n'y a pas de standardisation au niveau de l'assurance des syndicats de copropriété. Donc, on prend un risque quand même quand on change d'assureur. Il faut s'assurer d'être bien conseillé dans ce processus-là. S'il y a un changement d'assureur, c'est qu'on ne laisse pas des couvertures en arrière ou on ne laisse pas des sous-limites en arrière. Fait qu'il faut faire attention quand on change d'assureur. Le syndicat effectue les travaux, ne paie pas, mais ce qui peut exiger du copropriétaire de la source d'eau, la valeur de la franchise, oui, là, si un copropriétaire a causé un dégât d'eau puis qui est responsable, vous pouvez aller réclamer jusqu'au montant de la franchise du syndicat. Là. Il y a aussi des fiches abondamment sur condo légal par rapport à ça. C'est une vaste question. L'autre question, je l'aime beaucoup, différence entre un assureur direct et un courtier. Bonne Ouais. question, parce que nous, on le sait, mais je veux dire, il y en a pour qui ne sont Oui. pas à l'aise avec ça. En fait, au Québec, il faut acheter l'assurance de deux façons. Il faut acheter l'assurance directement auprès d'un assureur, où là, vous allez être conseillé par un agent d'assurance. Cet agent d'assurance-là travaille pour l'assureur. Par exemple, si vous assurez avec Desjardins, vous appelez chez Desjardins, vous allez parler à un agent de Desjardins. Il ne peut que vous proposer les produits de Desjardins, puis vous conseiller avec les produits de Desjardins. Un courtier comme moi, par exemple, si vous m'appelez, je travaille avec plusieurs compagnies d'assurance, plus d'une dizaine pour les syndicats de copropriété. Et bien, nous, on peut vous conseiller différents produits de différents assureurs. Donc, notre rôle est différent dans la mesure où on a plus d'outils dans notre coffre à outils. Puis notre niveau de conseil est aussi différent parce que là, il faut qu'on vous conseille des différences entre les différents assureurs. Donc, évidemment, si un assureur a une sous-limite différente d'un autre, il faut qu'on vous le dise. Donc, le niveau de conseil peut être différent parce que les produits qu'on vous offre sont plus variés. Donc, je vous résume ça là, en 2 secondes. Vous pouvez très bien vous assurer via un agent d'assurance. C'est quelque chose qui est possible. Le service du courtier peut-être juste un petit peu différent là, du fait de la polyvalence et de la multitude des assureurs. Mais en Au niveau du copropriété, il faut courtier, spécifier, par contre. C'est important d'être bien conseillé dans la copropriété. Ben, en fait, Marie-Joëlle Coeur en a parlé tantôt. Vous avez une responsabilité comme administrateur. Vous avez une patate chaude dans les mains. Si vous faites affaire avec un courtier ou un professionnel, puis vous lui demandez est-ce que j'ai les meilleures couvertures, puis je vous réponds oui. Par exemple, c'est moi, je vous réponds oui, si vous avez quelque chose d'adéquat, bien, vous venez de me transférer cette patate chaude-là en me demandant mon opinion, puis en étant conseillé par moi ou par un autre courtier. Fort, on pose la question, là, oui, on est des courtiers d'assurance, comme j'ai mentionné tantôt. Est-ce que c'est préférable de vérifier avec 2 courtiers? Vous pouvez vérifier avec 2 courtiers, c'est possible, définitivement. Généralement, les courtiers font affaire quand même avec les mêmes assureurs. Là. Ça se connecte. C'est ça, il y a les mêmes 4-5 assureurs là, qui sont très importants dans la copropriété. Puis effectivement, en prenant. Parce que 2 courtiers minimisent le risque d'avoir pris de mauvais produits. Vous avez déjà un bon, ça minimise déjà beaucoup votre risque. 2, c'est sûr que ça peut faire qu'effectivement, vous avez peut-être un peu moins de risque.
vous ne le conseille pas nécessairement toujours. Les lockers, parce que souvent les lockers sont dans les sous-sols, ils ont été inondés. Les biens personnels des copropriétaires dans les lockers sont couverts sur les contrats individuels. Donc, c'est sûr que si les lockers en eux-mêmes ont été, par exemple, endommagés, des portes, par exemple, ou des divisions, là, c'est le syndicat, mais les biens à l'intérieur, c'est vraiment individuellement sur vos propres contrats. Est-ce qu'un assureur direct n'est pas fiable? Pas nécessairement. C'est juste les rôles sont un peu différents au niveau du conseil. Avis d'intention, sera difficile de le mettre en place tellement de délai avec le retour de nos assurances. Je ne suis pas sûr de comprendre la question là-dessus. Peut-on installer une pompe à eau sur un balcon dans un condo au 4e étage? Je ne sais pas, sérieusement. Mais si on est rendu là, ça va. Prenez un canot ou un kayak. Ouais, j'espère que c'est ça. J'espère qu'il n'y a pas d'eau jusqu'au 4e. Ouais, non. Parce que, ouais, non, je ne vous souhaite pas, mais c'est difficile à dire. Non, je ne penserais pas que ça serait utile. Deux questions. Il reste deux questions. Est-ce vrai de dire que la police du syndicat est l'assurance de première ligne? Je pense que oui. Effectivement, en général, l'assurance du syndicat est effectivement l'assurance de première ligne dans la question d'Hélène. Et la question d'Annick, la dernière, après 81 questions. Nous avons une assurance présentement, nous devrions la faire évaluer par un courtier d'assurance pour nous assurer que nous sommes bien couverts. Comment payons-nous le courtier? Le courtier paye à commission même la prime d'assurance. Il y a des frais de service, des fois de 25-50 $ par police pour payer le courtier, mais aussi on est payé par commission par l'assureur. Donc, en tant que tel, pour évaluer vos assurances puis faire une soumission, il n'y a pas de frais pour un syndicat de copropriété. Termine les questions. Bravo. On a battu un record de temps ce soir, Maître Jolicoeur, et de questions. Et de participants aussi. Et de participants, tout à fait. Alors, c'était vraiment quelque chose de majeur et on est content d'avoir pu vous éclairer dans des situations difficiles comme celle-là. Puis, on comprend que c'est une chance que c'est une situation extraordinaire parce qu'on ne pourrait pas vivre ça tous les soirs, tous les jours, tous les années. Donc, merci en mon nom. Je remercie aussi les invités de ce soir, donc Vincent Gaudreault, Amélie Cadieux de l'équipe de Fort. Une équipe dédiée, une équipe qui, je vais le souligner, Vincent est là aussi souvent pour aider les syndicats qui ont des difficultés à s'assurer. Donc, je tiens à vous le dire, si vous êtes mal péri, même si ça va super bien, ils vont être contents, mais si vous avez des difficultés que certains syndicats rencontrent de voir refusés par un assureur, ben écoutez, on vous invite à les contacter. Vous avez les informations sur info@fort.ca. Donc, contactez l'équipe de Vincent et d'Amélie, ils vont vous aider. Maître Jolicoeur, Danton Rainville et son équipe de gestion de copropriété. Ouais. Merci beaucoup, Maître Jolicoeur. Mme Couture, si vous me permettez juste un petit mot rapide. J'ai donné une entrevue à Stéphane Desjardins du Journal de Montréal sur cette question des assurances. Alors, demain, sans faire de publicité pour le Journal de Montréal, il va y avoir un article exclusif sur les questions d'assurance et de syndicats de copropriétaires. Et autre petit mot aussi, en tant que président du regroupement des gestionnaires écouteurs du Québec, on est également fiers cette année de fêter nos 25 ans de constitution du RGCQ. Il y a un événement d'exception qui va se faire à l'Assemblée nationale le 19 septembre prochain pour souligner ces 25 ans. Donc, on est très fiers, de par la qualité d'intervenants comme M. Gaudreault et Mme Cadieux au niveau du RGCQ, de pouvoir vous accompagner dans des moments difficiles comme ceux qu'on a connus vendredi et essayer de faire de plus d'éducation populaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions de venir aux activités du regroupement des gestionnaires. On est là justement pour répondre à vos questions puis vous accompagner dans les moments plus difficiles. Tout à fait. Donc, le RGCQ, dont vous étiez le fondateur avec d'autres personnages importants de la copropriété. Merci d'avoir pensé de le souligner, Maître Jolicoeur. Et on a aussi au RGCQ des conseillers infogestion. Donc, si vous avez d'autres questions, suivant nos web radios, celle-ci ou ce que vous allez traverser dans les prochaines semaines, n'hésitez pas, si vous êtes membre du RGCQ, vous avez accès à nos conseillers qui se dévouent à répondre à toutes vos questions au téléphone. Donc, merci encore au RGCQ d'être le partenaire aussi de notre support technologique pour nous aider dans
dans nos web radios. Merci encore à Ford d'avoir été le commanditaire de la soirée, de leur présence et de leur commandite. Je le répète encore, merci beaucoup. Bonne chance à tous ceux qui ont des réclamations. Il y en a probablement un peu en ligne qui sont là. Donc, bonne chance. On pense à vous. On lâche pas. Il y a beaucoup de monde dans cette situation-là. On va passer à travers. Effectivement, merci Vincent. On vous invite, comme on l'a dit à plusieurs reprises ce soir, à aller sur le site Condo Légal. Il y a plusieurs fiches intéressantes. Il y a du contenu là-dedans qui est révisé par Maître Jolicoeur, par des Vincent Gaudreau, des Amélie Cadieux, plein de personnes gravitent autour pour en faire un site web toujours à la fine pointe des informations. Donc, allez vous y référer dès que vous avez une question, c'est très simple. On vous invite aussi, on avait, tantôt Amélie l'a précisé qu'on allait parler du CHAD, donc allez aussi voir le site de la CHAD, c'est la Chambre de l'assurance de dommages. Il y a des informations très importantes là-dessus. Il y a aussi le BAC, là, si on peut en parler, donc le Bureau des assurances du Canada. Ah, il est là, bon. Qui est une source d'informations importante aussi. Donc, on vous a donné beaucoup d'informations ce soir. On a répondu à beaucoup de questions et on espère que ça a répondu à vos attentes. Nos web radios sont disponibles et celle de ce soir le sera aussi rapidement sur Condo Légal. Donc, on se voit, si tout va bien, on l'espère que ça va être le cas. Donc, on reprend un peu de congé, on revient le 18 septembre avec un sujet qui est l'extermination en copropriété. Donc, on vous revient pour la première de la rentrée et on a déjà mis sur Condo Légal aussi l'horaire qui va être là. Merci à vous tous d'avoir été là et je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci.